Voilà, on doit commencer parce que c'est dans le programme à 10 heures. Nous sommes très contents d'accueillir Monsieur Paul Ardenne. C'est un habitué de la Tunisie. Je sais que nous, étudiants, ont lu beaucoup de ses écrits. Donc, une brève présentation, une biographie courte. Donc, Paul Ardenne, c'est un historien de l'art, écrivain, professeur à l'UFR Art d'Amiens, auteur de nombreux essais consacrés à la culture actuelle. Il a publié récemment « Heureux les créateurs » et a co-dirigé la monographie « La boîte 10 ans d'art contemporain tunisien ». Et ça a été édité cette année en 2018. Donc vous voyez qu'il a une connaissance très spécifique par rapport, justement, il a côtoyé nos artistes tunisiens. On en discutait maintenant, même des artistes arabes. Donc, on espère qu'il fait un ouvrage sur ce recoupement et cette démarche artistique spécifique arabe qui relève de l'art contemporain, de l'art actuel, je dirais. Donc voilà, Paul Ardenne, le titre de sa conférence, donc il sera que lui aujourd'hui, l'art contemporain du local au global. C'est en commun accord qu'on a choisi ce thème, donc il nous parlera. C'est une interrogation en fait des ressorts de la représentativité artistique locale et par extension internationale qui domine à ce jour le monde de l'art contemporain, la critique d'art, le marché, les musées, les artistes eux-mêmes. Donc tout est en interrogation. Certains États sont-ils plus influents que d'autres? Si leadership il y a, est-il équitable? L'heure est à l'industrie culturelle, de surcroît, qui ne favorise pas les démarches non consensuelles. Les grands événements artistiques ne sont-ils pas, par conséquent, suspects de relayer l'idéologie des pouvoirs en place? Des réponses seront tentées ici, avec en ligne de mire la problématique plus spécifique de l'art en Afrique et au Maghreb. Donc, bonne écoute. Je passe la parole à notre cher invité. Bien, bonjour à tous, merci à Faten pour cette invitation, merci à tous d'être venus. Alors ce thème, nous l'avons choisi en commun avec Faten parce que dans le cadre de justement de cette ouverture des Jacques, donc cette présentation d'œuvres d'art contemporain tunisien, donc le souhait qu'on avait, c'était de revenir sur une grande problématique qui est née dans les années 90, il faut bien le dire, la question du local et du global, qui n'est pas une problématique nouvelle, mais qui, malgré tout, pose des problèmes qui sont toujours actuels. Les problèmes n'ont pas changé. Voilà, donc je vais parler un petit moment, mais j'espère surtout qu'après on pourra échanger. Mon propos n'est pas du tout un propos d'expert post-colonial, entre guillemets, comme on dirait, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'ailleurs pour vous dire la vérité sur ce qui se passe ici, pas du tout. Bon, c'est le résultat de maintes et maintes recherches, de maintes et maints déplacements, surtout ici en Afrique du Nord, mais dans le monde entier depuis une trentaine d'années. Moi-même ayant accompagné ce mouvement pour une revue comme la revue Art Press, en France, où j'ai été pendant très longtemps chargé des biennales et des événements internationaux, ce qui fait que à un moment donné, je me suis mis à voyager dans le monde entier parce que ce phénomène explosait. Alors, l'objet de cette conférence, Faten l'a dit, c'est d'interroger les ressorts de la représentativité artistique, alors locale et par extension internationale. Et le fil blanc, ça va être au fond une question assez simple, c'est qui domine à ce jour l'art contemporain? Bon, qui? Alors, est-ce que ce sont des États? Faten posait la question. Est-ce que ce sont des personnes puissantes? Est-ce que ce sont, par exemple, des théoriciens? Est-ce que ce sont des institutionnels? Est-ce que ce sont les artistes, peut-être, après tout, peut-être les artistes qui domineraient le monde de l'art, on peut se poser la question. Bon, alors, je vais commencer assez abruptement par ce que j'appellerais une inversion des valeurs. Alors, on peut ne pas être d'accord, on en discutera tout à l'heure. Mais mon propos est peut-être un peu caricatural parfois, un peu, bon, il va peut-être vous mettre en colère, mais c'est pas grave, c'est un point de vue qui peut être nuancé. Bon. Mais inversion des valeurs, pourquoi? Traditionnellement, le créateur, l'artiste, est crédité d'une valeur supérieure. Bon, pourquoi? Parce que créer, c'est inventer un monde, c'est inventer des mondes. Bon, donc, en termes de hiérarchie, dans la hiérarchie
du monde artistique, qui comprend les artistes, mais aussi les critiques d'art, les marchands, les institutions et leurs représentants. Bon, celui qui crée, celui qui invente, doit être, sinon mis en avant, du moins considéré comme le moteur même du système, bien évidemment. Bon, est-ce qu'on peut imaginer un système de l'art dans lequel il n'y aurait pas d'artistes? Bon, c'est évidemment une absurdité. Bon. Alors, il y a quand même une évidence avec la seconde moitié du XXe siècle. Donc, c'est un démenti de plus en plus flagrant de cette situation hiérarchique, et en particulier à mesure que s'est développée ce qu'on appelle l'industrie culturelle, hein, ou l'économie de la culture, c'est-à-dire une culture de plus en plus intégrée, supervisée par les pouvoirs, en place, de plus en plus marchandisée aussi, hein, réclamée bien souvent par les populations, d'un point de vue démocratique, au nom d'une attente de divertissement, qui est tout à fait légitime d'ailleurs. Hein. Moi, je suis pas absolument contre le divertissement, l'entertainment, comme on le dit, ça nous fait du bien, on en a besoin. Bon, on a aussi le droit de se sentir bien dans le monde, bien évidemment. Alors, le problème, c'est, au fond, on constate que la médiation de l'art va prendre une très grande importance. Ça va prendre une importance considérable, et moi-même, qui ne suis pas très jeune, hein, je le reconnais, j'ai vu se faire cette réalité. Je l'ai vu se construire progressivement, c'est-à-dire progressivement, à partir des années 1980, la mode de l'art contemporain, plus encore les années 1990, donc la naissance de ce qu'on appelle le curating, hein, le commissariat d'exposition donc spécifique, hein, au sens où, par exemple, un philosophe comme Michel Foucault parlait des intellectuels spécifiques, c'est-à-dire des gens qui travaillaient sur un domaine très particulier. Frantz Fanon, par exemple, sur la question de la décolonisation, hein, si vous voulez, bon, des curateurs spécifiques qui vont de plus en plus prendre d'importance avec, au fond, ce constat. Ils vont favoriser certains types d'artistes, un certain type d'art, ce qui n'est pas un problème. On a le droit de favoriser, évidemment, d'avoir des points de vue, c'est très bien, il faut. Sauf que, dans le même temps, ça creuse de plus en plus des inégalités, vous voyez, entre certains artistes et d'autres. Hein, il y a ceux qui, dorénavant, pourront être les élus, et les autres, les réprouvés. Alors, c'est pas un phénomène, évidemment, nouveau. Ça a toujours existé. Vous pouvez imaginer que, même, je ne sais pas, du temps des Carthaginois, ici, il y avait ou des Ottomans, il y avait des artistes qui avaient plus la cote que d'autres, etc., qui travaillaient plus dans le sens du goût général. Ce n'est pas nouveau. Mais ce qui a changé réellement au XXe siècle, c'est l'affermissement d'une culture qui est celle de la communication. Bien évidemment, la culture de la communication, depuis le XIXe siècle et plus encore au XXe siècle, a connu une sorte d'amplification. Donc, et cette amplification a, d'une certaine manière, fait transiter le pouvoir de la création, c'est-à-dire de l'œuvre d'art qui produit un effet sur quelqu'un, à la personne qui a les moyens de faire savoir l'effet que produit une œuvre d'art, c'est-à-dire le journaliste, le médiateur, celui qui détient la presse, par exemple, les télévisions, les canaux numériques, hein, ou qui contrôlent les réseaux sociaux, par exemple. Bon. Alors, au fond, rien de nouveau, mais ce qu'on pourrait appeler une sorte d'amplification, et une amplification qui, comme vous le savez, hélas, travaille toujours pour les élus, travaille toujours pour les vainqueurs, hein, plus ou moins, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens de se montrer le plus, ceux qui ont les moyens aussi de payer plus, hein, ou de rapporter plus, avec une conséquence, ça va être l'exclusion massive, hein, des non-élus. Et si on interroge ça en termes de géographie locale globale, vous commencez à comprendre assez nettement où seraient les territoires de l'élection médiatique de l'art et où sont les territoires, sinon du rejet, on va dire de l'oubli, hein, relatif, hein, ou de la désaffection relative, bien sûr. Bon. Alors, quelles leçons on peut tirer de tout ça? S'il y a un problème, c'est évidemment pas dans la vitalité de la création plasticienne. Je peux dire franchement que cette vitalité n'a jamais été aussi forte. Il n'y a jamais eu autant, si on parle que des plasticiens, je ne parle même pas de la littérature, du cinéma, du théâtre, de la poésie, c'est la même chose, hein, la bande dessinée, la musique, c'est pareil. Mais il n'y a jamais eu autant de créateurs, il n'y a jamais eu autant de gens qui sont mus par le désir de donner des formes à leur vie, à leur expérience, au monde dans lequel ils vivent, et c'est très bien. Bon, ça, c'est parfait. Mais ça ne fait que creuser plus encore la question du déficit de la représentativité. C'est-à-dire que plus vous avez d'artistes, normalement, plus il faudrait que leur représentativité soit efficiente, soit opératoire. Bon, et le fait est que non, bien sûr. Alors, on a cette inégalité
de représentativité, et on a été amené, à propos de celle-ci, à évoquer un principe qu'on appelle le principe de prescription, qu'aiment beaucoup les sociologues. Je pense à Alain Quemin en France, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, Nathalie Heinisch, aussi une très intéressante sociologue de la culture et de l'art. Qu'est-ce que c'est que la prescription? C'est le pouvoir de dire, comme on dit la loi, par exemple, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ou plutôt, de dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Parce que bien souvent, on n'établit pas de jugement de valeur, on ne prend pas le risque d'établir des jugements de valeur sur les œuvres d'art qu'on veut, en quelque sorte, faire connaître. C'est de dire ce qui doit être connu et ce qui, à la limite, n'a pas besoin de l'être. Vous voyez, ou dont on ne va pas parler et qui, donc, ne sera pas connu. Vous connaissez la fameuse formule de l'artiste américain Andy Warhol. Il disait « ce qui n'est pas vu n'existe pas ». Bon, alors c'est pas vrai. Nous tous qui avons des vies privées, nous savons bien que dans nos vies privées, les choses ne sont pas vues, mais elles existent. Mais au niveau social, le fait est qu'elles n'existent pas, bien sûr. Alors, la question de la prescription, c'est une question qu'il faut voir au-delà des artistes. Il faut la voir dans le cadre des systèmes d'élection. Qui est-ce qui élit? Eh bien, bien souvent, ce sont dans différents États les gens qui sont en charge de la culture, bien évidemment, et donc des choix qui doivent être valorisés. Donc, on rentre ici dans un domaine qui est un domaine politique, qui est même un domaine géopolitique, d'une certaine façon, où la question de la valorisation de la culture et donc des arts devient une affaire d'État à État, avec cette grande question, le passage du local au global. Est-ce que c'est possible? Qui peut passer du local au global? Et avec quelle intensité, avec quelle force? Alors, évidemment, beaucoup de gens vont dire, mais cher ami, avec le développement des réseaux sociaux, n'importe qui aujourd'hui peut exister. C'est vrai, vous pouvez publier sur Instagram, ça se fait, beaucoup d'artistes vendent même sur Instagram. Je parlais avec des galeristes, ils disent, moi j'ai des artistes, ils n'ont même plus besoin de moi, ils mettent leurs œuvres sur Instagram, hop, il y a des collectionneurs qui, hop, ils prennent contact et puis ils font l'affaire. Vous pouvez faire connaître votre travail sur Facebook, sur un très grand nombre de réseaux sociaux, bien évidemment. Mais vous savez quand même que les GAFA, c'est-à-dire les grosses unités qui contrôlent le monde numérique, qui sont essentiellement états-uniennes, pour tout dire, favorisent en général uniquement les gens qui ont les moyens de payer cette représentation. Vous voyez, bon, je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur ces questions en disant que si vous ouvrez une page WeTransfer, par exemple, aujourd'hui, vous avez remarqué que dans la page d'accueil de WeTransfer, vous avez remarqué qu'il y a des œuvres d'art maintenant. Vous avez vu, c'est très intéressant. Eh bien, demandez-vous qui a les moyens de payer, franchement, l'affichage sur WeTransfer. Personnellement, si j'étais artiste, je ne pense pas que j'en aurais les moyens. Bon, donc, vous voyez comment il y a ici une donnée de recyclage de la valeur, donc de requalification de la valeur, et en priorité qui va favoriser le flux d'informations des vainqueurs économiques, encore une fois, bien évidemment. Alors, cette situation est injuste, moi je le dis. Je ne suis pas redresseur de tort, je ne suis pas Zorro, je ne suis pas le Zorro de l'art contemporain, c'est pas ça du tout, mais je dis c'est juste injuste. C'est injuste pourquoi? Eh bien, d'abord parce que beaucoup d'artistes n'ont pas accès à la représentation, au-delà de leur cercle, si vous voulez, sans un grand espoir d'élargissement. Et c'est franchement dommage. Et c'est d'autant plus dommage que là, je voudrais faire part, j'aime pas spécialement parler de moi, de ma vie privée, pas du tout, mais personnellement, j'ai vu, en travaillant en bien des endroits, je prends 3 exemples. Ces dernières années, je travaille, mais de très près, je travaille en Colombie, je travaillais au Kazakhstan, même à la Biennale de Venise, où il y avait le fameux pavillon invisible donc, que j'organisais pour les Kazakhs, et en Colombie, avec la boîte de Fatma Kilani et Patricia Trichy, avec Faten, où je suis allé à Sousse, j'étais aimablement invité à plusieurs reprises. Et j'ai remarqué que finalement, si je prends rien que ces 3 États, les formes d'art ici qui étaient proposées sont souvent, enfin de mon point de vue, moi, d'historien de l'art qui a très longtemps travaillé sur l'art contemporain, qui a écrit plusieurs gros livres sur la question, sont aisément aussi intéressantes que ce que je vois partout dans le monde, on va dire, de l'élection. C'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la France un petit peu moins, l'Italie, c'est-à-dire les États occidentaux, on va dire. Somme toute, l'Occident existe toujours. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qui se soucie de ça? Personne ne se soucie de ça. Voilà, on a une réalité, un constat quand même tout
quelque peu déprimant, moi je trouve, avec des listes, vous savez, ces fameuses listes d'artistes qui sont faites par le Kunstkompass, le compas de l'art depuis les années 1971 exactement. C'est un sociologue allemand qui s'appelait Willy Bongard. Il a créé en 71 le Kunstkompass, donc le compas de l'art, si vous voulez, la boussole de l'art, et donc avec des listes, les fameuses listes d'artistes les plus réputés, mais sur des critères qui sont les critères nombre d'expositions, importance des expositions et puis surtout valeur marchande de l'œuvre, valeur marchande de l'œuvre, ce qui n'a rien à voir avec évidemment la qualité de l'œuvre. Bon, je prends un exemple incroyable. Je vais travailler il y a 3 ans avec un artiste mexicain qui s'appelle Ribelino. Ribelino a fait un grand nombre d'expositions partout dans le monde, y compris en Europe. Personne ne le connaît en Europe. Personne en France n'en a jamais entendu parler. Et pourtant, il a des grands collectionneurs, il a un immense atelier, il est défendu dans son pays et surtout, il fait un travail artistique très intéressant. Totalement inconnu au bataillon global, totalement. Pourquoi? C'est franchement incompréhensible. Ça me dépasse. Bon. Alors vous voyez, vous avez des top 50 comme ça, et puis vous avez des artistes dont on parle tout le temps. Alors je vais prendre 2 cas, par exemple, mais rapides, sans haine particulière. Si je prends Jeff Koons, l'américain Jeff Koons, par exemple, sans cesse présenté comme le pape de l'art contemporain. Ah bon, voilà, exposé partout dans le monde, jamais critiqué. Si vous regardez son œuvre, depuis au moins 20 ans, cette œuvre n'a plus aucun intérêt. Absolument plus aucun intérêt. C'est vraiment, il peut faire absolument n'importe quoi, pisser dans un violon, tout le monde sait que ça dit. C'est un peu comme Mauricio Cattelan, si vous voulez. Il arrête de faire de l'art, il dit j'arrête, tout le monde trouve ça formidable, voilà, il reprend, tout le monde trouve ça formidable. Enfin bon, c'est une espèce de coterie comme ça. Je prends un autre exemple contemporain. Si je prends Damien Hirst, l'artiste anglais. En 2017, à Venise, certains d'entre vous peut-être ont vu à la Fondation Pinault, donc cette super production artistique s'appelait Trésor de l'épave de l'incroyable, une grande création de 58 millions d'euros, 58 millions d'euros quand même, structurée autour de la fiction du naufrage d'un navire qui contenait des trésors artistiques. Voilà. Donc il y avait comme si on avait repêché des bronzes, des œuvres d'autrefois. Bon, voilà. Alors, c'est un sommet de kitsch, d'académisme. C'était franchement consternant, de nullité, indépendamment de la masse du travail fourni, de l'investissement fourni derrière. Par qui? Par François Pinault, bien évidemment, qui a absolument tout financé, secrètement. 8 ans avant, ils ont lancé tout un protocole de travail, évidemment. Bon. Alors, moi, j'ai rien contre ces artistes-là. Ils font ce qu'ils veulent, ils le font comme ils veulent, c'est leur affaire. En revanche, ce qui me pose problème, c'est l'impossibilité critique, si vous voulez. Quand vous regardez, si vous allez sur YouTube et que vous regardez les réactions à l'exposition de Damien Hirst, vous voyez que tous les gens qui sont interviewés, il y a des curateurs, il y a des grands représentants dans le cadre de la Biennale de Venise, qui sont interviewés, aucun ne critique. Ils disent « oui, c'est surprenant ». Ah oui, c'est curieux, vous voyez, mais personne vous dirait, franchement, c'est de la merde, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire, mettre autant d'argent pour faire ça, bon, c'est de l'escroquerie, quoi. C'est une sorte d'escroquerie intellectuelle et plasticienne ici. Bon. Alors, ça nous renseigne aussi sur qui sont les vrais maîtres du système de l'élection, du local au global. Eh bien, un grand financier, aujourd'hui, de plus en plus, si vous regardez, par exemple, un pays comme la France, tous les grands journaux sont achetés par des financiers, tous. Sans exception. Ces grands financiers achètent des magazines, des télévisions aussi, donc des réseaux numériques, de téléphonie ou autres. Donc ça donne un immense pouvoir, et ce pouvoir a pour effet de configurer le système de l'art en le soumettant donc à ce qu'on peut appeler l'impérium, la puissance des puissants, avec ses conséquences, l'uniformisation, la contraction, la fausse sélection. Alors, le consensus, bien sûr, parce que, bon, vous voyez que ces œuvres-là, elles passent partout, elles ne posent pas vraiment de problème à quiconque, et du coup, l'absence de représentativité de ce qu'on peut appeler la création expérimentale, c'est-à-dire celle qui tente quelque chose, qui cherche des nouvelles formes, des nouvelles valorisations théoriques ou plasticiennes, vous voyez, bon, de nouvelles aventures de l'art, en quelque sorte. Bon. Alors, tout ça est relégué aux oubliettes de l'histoire immédiate. Alors, on peut me traiter de poujadiste. Poujadiste, c'est quelqu'un disant « oui, bon, vous êtes un aigri, vous n'aimez rien, rien ne trouve grâce à vos yeux », pas du tout.
Je dis simplement, faites attention. Si je prends mon pays, je vais parler de mon pays, je ne me permettrai pas de parler du vôtre en spécialiste, mais le mien, je peux en parler. Je note que récemment, la mairie de Paris, par exemple, 12 milliards de budget, quand même, 12 milliards d'euros de budget, la mairie de Paris, c'est quelque chose. Eh bien, cette mairie n'a plus les moyens de sa politique culturelle. Et par exemple, elle a loué l'espace magnifique de l'ancienne bourse de commerce à Paris, qui est dans le quartier des Halles, qui est un lieu rond, je ne sais pas si vous voyez, une espèce de rotonde, pour 50 ans à François Pinault. Donc François Pinault, le groupe Kering, multimilliardaire, grand collectionneur d'art contemporain. Pour 50 ans. Qu'est-ce que vous imaginez? Vous n'imaginez quand même pas que François Pinault va aller montrer ici des choses qui ne l'intéressent pas. Bon, il va faire ce qu'il vient de faire à Rennes, sa ville en Bretagne dont il est originaire, avec l'exposition Debout, où il a fait tout simplement, il a pris le Grand Musée des Beaux-Arts et il l'a complètement occupé avec des œuvres de sa collection. Voilà, oui, c'est tout simple. Et si vous en doutez encore, regardez le nouvel hôtel, l'ancien hôtel de la Marine, vous savez, sur la place de la Concorde, je pense beaucoup d'entre vous connaissent Paris, je vous en remercie, connaissent notre pays, notre capitale. Vous avez le Crillon d'un côté, l'hôtel de la Marine de l'autre. L'hôtel de la Marine vient d'être rénové et il est question de le louer à un émir qatari, qui est lui aussi un grand collectionneur et qui va montrer ses collections comme ça pendant des décennies, donc avec bien sûr le fait de faire valoir ses propres œuvres, bien évidemment. Bon. Alors, une fois qu'on établit ce constat, si vous voulez, en essayant de ne pas être caricatural, on note quand même ce qu'on peut appeler une double inversion des valeurs. D'une part, la valeur dont est crédité l'artiste par rapport à ses médiateurs, où on a l'impression que quand même l'artiste doit veiller à bien traiter ses médiateurs, s'il veut en avoir, bon. Donc également, d'autres inversions, c'est l'importance décisive du facteur médiatique, bon, qu'il soit curatorial ou autre, ou théorique, qui élit, au fond, la médiation communicationnelle qui établit la notoriété avant les artistes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, les médiateurs sont plus importants que les artistes. Alors, notre ami Abdelkader Damani est ici présent, de Lyon, maintenant il est au FRAC à Orléans, et il ne me démentira pas, puisqu'il s'est occupé à Lyon de la Biennale de la danse pendant très longtemps, et je me rappelle, j'ai un respect énorme pour notamment le fondateur de la Biennale de Lyon, qui était Thierry Raspail, avec Thierry Prat, au moment où il prend sa retraite, ce qu'on va regretter parce qu'il est, je pense, irremplaçable. Mais à un moment donné, pour montrer la puissance de cette valeur communicationnelle, je me souviens que Thierry Raspail a fait une biennale dans laquelle il y avait plus de médiateurs que d'artistes. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Abdelkader. C'est une biennale où il y avait 50 artistes choisis par 50 commissaires plus un. Ce qui fait que finalement, il y avait 50 artistes et 51 commissaires. Alors, sur le plan symptomatique, évidemment, c'était quand même un peu problématique. On se dit, bon, attendez, est-ce que les artistes ont besoin toujours de leurs commissaires? Oui, pour monter l'expo, faire des sélections d'œuvres, on est d'accord. Je n'attaque pas du tout le commissariat d'exposition. Moi-même, j'en fais. Je suis pas meilleur que les autres, mais il y a une question de priorité, on va dire. Il faut tenir compte de cette priorité. Vous voyez, et là, je ne pense pas que, dans ce cas-là, c'était autre chose que anormal, d'une certaine façon. Alors, c'est une situation qui tend à placer la médiation au-dessus de la création. Elle tend, je ne dis pas qu'elle le fait toujours, mais elle le fait un peu trop, certainement. Et du coup, la question de la représentation publique de l'art évolue d'une façon qui n'est pas forcément démocratique, mais dont on est obligé de dire quand même qu'elle est plutocratique. Si on reprend les catégories grecques, plutos, l'argent, on voit que, au fond, les gens qui détiennent l'argent détiennent les pouvoirs de communication et ils détiennent les pouvoirs de médiation qui permettent l'élection. En tout cas, on va dire qu'ils la favorisent, sans la permettre forcément. Bon, si vous faites des choses qui n'intéressent personne, on aura beau payer, surpayer, bon, ça n'intéressera jamais personne, si vous voulez. Bon, mais quand même. Bien. Alors, on voit qu'il y a un paradoxe, c'est un comble, si vous voulez, c'est que la globalisation de l'art vivant, qui est constatée à partir des années 90, puis alors, début des années 2000, avec l'Internet public, 1995, Internet public, et puis développement des grands réseaux, tout début des années 2000, 2006, Facebook. Vous voyez, ça fait une dizaine d'années, à peu près, un peu plus. Donc là, ça y est, la circulation est totale, sauf dans les pays qui contraignent celle-ci, les dictatures, ou la Chine, avec énormément d'éléments de contrôle, mais c'est possible. Eh bien, pourtant,
il se passe quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est un phénomène d'uniformisation culturelle des élus. C'est-à-dire que là où on devrait avoir un triomphe absolu de la diversité, là où on devrait avoir, et là je reprends l'expression d'un de nos anciens présidents de la République, qui était Jacques Chirac, l'expression de ce qu'est la culture mondiale, c'est-à-dire somme toute quand même une multipolarité, somme toute quand même. Excusez-moi, l'art tunisien, il n'est pas comme l'art finlandais. Je suis désolé, l'art kazakh, il n'est pas comme l'art colombien. Enfin, je parle d'art que je connais de très très près. Il y a quand même, il y a des méthodes, des façons de faire art qui sont les mêmes. Le corps, la performance, l'installation, les environnements, ou bien la peinture, la sculpture, traditionnellement. Les façons de faire art sont les mêmes, mais les contenus ne sont pas les mêmes, incontestablement. Donc, comme le disait le président Chirac, il y a une donnée de multipolarité qui est progressivement abrasé et qui bientôt va l'être avec une violence inouïe, qui fait que si vous demandez aux gens combien il y a d'artistes dans le monde, ben, ils vont vous en citer 3 ou 4, quoi, grosso modo, ça va s'arrêter là. Vous avez quelques stars. Alors, vous me direz, et vous aurez raison, il y a certains artistes qui ont réussi à sortir du multipolaire et d'entrer dans on pourrait dire, la grande polarité dominante. Bon, je pense à des YY en Chine, hein, par exemple. Je pense à Souya Kim, je pense à, je sais pas, Adel Abdesemed dans le monde arabe, Kader Attia, par exemple, qui est artiste très intéressant, et beaucoup d'autres. Donc, on ne peut pas être totalement caricatural. Vous voyez, non plus dire ce sont uniquement des Américains, ou des Anglais, ou des Allemands, ou, je sais pas, ou des Français, ou des Japonais. Non, ça serait grotesque. Mais quand même, hein, à part ces exceptions qui confirment la règle, eh bien, voilà. Alors, le problème, d'où vient-il ? Il vient, on pourrait dire, de l'extraordinaire multiplication des faisceaux de valorisation. Et parmi ces faisceaux, le premier de ces faisceaux, sur lequel vous auriez beaucoup à dire ici tous, c'est ce qu'on appelle les biennales, le phénomène des biennales d'art contemporain. Beaucoup à dire, parce que certains d'entre vous en organisent, moi ça a été le cas, il y en a ici qui en organisent, d'autres ont travaillé à des biennales ou des festivals d'art contemporain qui s'y assimilent, bon, Faten par exemple, hein, voilà, donc on est là, on est juge et partie un petit peu. Bon. Alors, quelque chose doit nous frapper, si vous voulez, c'est que longtemps, il n'y a eu qu'une biennale au monde, depuis la plus ancienne, celle de Venise, depuis la fin du 19e siècle, 30 avril 1895 quand même, hein, 30 avril 1895, ça commence à faire. Bon. Et puis, pendant des décennies, aucune biennale, jusqu'en 1932, la biennale du Whitney Museum of Modern Art, 1932, c'est l'époque aussi où on ouvre le MoMA, le Museum of Modern Art, hein, donc à New York. Il n'y a encore pas de musée d'art moderne en France, hein, il faut attendre l'occupation, la période de l'occupation, le musée national d'art moderne qui sera réouvert après l'occupation, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, au fond, il n'y a que ça. Et puis, dans les années 50, une création qui vient du Sud, bon, du fait de l'émergence du Sud, ce qu'on appelle le Sud, c'est-à-dire les États anciennement colonisés, hein, donc, ou qui ont été contrôlés par des puissances coloniales, Sao Paulo, donc, et puis 1960-1980, 10 créations, dont La Havane et Sydney, donc La Havane qui est toujours restée une biennale très politique, hein, pour des raisons que vous comprenez. Et à partir de 90, c'est l'emballement total. En 2000, on a à peu près 60 biennales, et aujourd'hui, on ne peut plus les compter. Bon, je me souviens, on parlait de Thierry Raspail tout à l'heure, le directeur du musée d'art contemporain de Lyon, qui vient de prendre sa retraite. Thierry me disait un jour, je lui dis, oui, je crois qu'il y a 250 biennales, et il me reprend, il me dit non, c'était il y a quelques années, il me dit, il y en a déjà plus de 400 dans le monde. Bon, alors rien ne m'étonne quand je sais, par exemple, dans un pays comme le mien, la France, il y a 1700 festivals par an. Excusez-moi, pardon, vous pouvez répéter, 1700, il y a 365 jours par an et il y a 1700 festivals en France. Bon, ok. Alors vous voyez, si vous décidez de tous les voir, je ne sais pas comment vous allez faire. Hein, il va falloir déléguer des personnes. Bon, c'est bien, attention, aucune critique, mais c'est dire qu'il y a un développement culturel extraordinaire. Il y a une floraison, une effervescence. C'est très bien, c'est extraordinaire. La question étant, est-ce que ça profite aux artistes? Alors, oui, la réponse est oui. Forcément, plus vous multipliez les biennales, plus vous multipliez les lieux où se trouvent ces biennales, plus les artistes locaux sont mis en vue, et de fait, plus ils ont l'opportunité de passer du local à un échelon un peu supérieur. Les biennales ont une finalité, comme vous le savez, médiatique.
Et elles ont aussi une finalité politique. Toutes les biennales sont politiques. D'ailleurs, elles doivent l'être, il faut qu'elles le soient. C'est-à-dire qu'une biennale intéressante, c'est une biennale qui, justement, produit une singularité culturelle, qui assume sa singularité culturelle. Si elle cesse de le faire, elle est inintéressante. Il y a des exemples très connus. Prenez la biennale d'Istanbul, par exemple. Très bonne biennale. Moi, je me souviens avoir vu plusieurs des éditions, les premières, tout à fait intéressantes. Et puis, progressivement, c'est rentré dans le rang. Vous voyez, c'est devenu une biennale d'artistes marchandisés, grands artistes. C'est-à-dire qu'on vient mettre dans la biennale en disant la cote va monter, vous voyez, comme ça. Au point que ça a tué certains artistes. Moi, j'ai un exemple terrible, je trouve, je vais dire une chose, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, c'est un artiste égyptien, c'est Wael Chafki, je ne sais pas si vous connaissez son nom, qui a fait pour moi un chef-d'œuvre absolu, donc, qui s'appelle Cabaret Crusade, à partir d'Amin Malouf, l'histoire des croisades vue par les Arabes, ce qui est très intéressant évidemment. Parce que moi à l'école, on va toujours dire voilà la croisade des enfants, Clermont, nanana, voilà, puis le méchant Saladin, Salahadin, oh le méchant. Malheureusement il y a les croisés, ils arrivent. Bon, on nous racontait ces stupidités-là. Bon, après on a corrigé le tir quand même. Bon, on n'est pas tout à fait débile. Bon, on sait que tout ça c'est de la propagande. J'accable pas Wael Chafki, mais c'est typiquement, je me souviens, un artiste dont la galeriste, qui était basée à Chypre, il y a quelques années encore, bloquait la carrière pour faire monter sa cote, si vous voulez. Moi, je me souviens, ayant été responsable d'un festival d'art contemporain à Toulouse, autour de la question de l'histoire, comment les artistes se représentent dans leur histoire, qui s'appelait L'Histoire est à moi, le printemps de septembre à Toulouse, à l'époque un grand festival d'art contemporain, qui n'existe plus ou très peu aujourd'hui. J'avais demandé à Wael Chafki de nous prêter le Cabaret Crusade. Et il n'a pas voulu, c'est pas lui qui n'a pas voulu, c'est sa galeriste qui n'a pas voulu. Et en fait, cet artiste, j'ai l'impression qu'il a disparu aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, vous voyez comment, alors c'est un exemple, on pourrait trouver 1000 contre-exemples, je suis d'accord avec vous, mais qui montre que les biennales aussi, qui devraient élargir la représentativité du local au global, eh bien, sont utilisées d'une façon tactique aussi par les marchands ou par les gens qui suivent certains artistes de façon à faire monter la cote. Vous voyez, faire monter la cote. Et pour certains, faire monter la cote, ça veut dire retenir l'œuvre, retenir l'artiste, plutôt que le mettre en avant. Alors, il y a deux théories là-dessus. C'est les théories de la communication. Vous avez deux théories. Soit il faut rendre rare quelque chose pour qu'elle soit chère. Bon, ben voilà, c'est rare, tout le monde le veut, où est-ce que c'est, etc. C'est le système en littérature Thomas Pynchon, par exemple. Personne ne sait qui c'est, personne ne sait où il habite, personne ne sait à quoi il ressemble. Il y a un bouquin à une époque qui tombe un tous les 15 ans, bon, tout le monde en parle. Ou bien c'est le système Warhol, c'est l'inverse, vous débinez absolument tout en continu, vous en mettez sans arrêt, vous en remettez. Alors après, c'est les théories de la communication. J'ai évidemment pas, moi, de connaissances suffisantes pour savoir ce qui est bon. Alors, il ne s'agit pas du tout d'attaquer les biennales, au contraire, je n'attaque pas du tout les biennales, mais juste peut-être de se demander dans quelle mesure leurs organisateurs, à partir du moment où ces événements prennent de l'importance, on pourrait dire de la représentativité locale et internationale, si leurs organisateurs n'abandonnent pas un peu trop vite le statut multipolaire, vous voyez, au profit d'un statut beaucoup plus global qui va quand même, à un moment donné, favoriser un petit peu toujours les mêmes. Les galeries qui ont beaucoup d'argent, les gens qui peuvent aider, les gens déjà connus, qui sont des attracteurs médiatiques. On va dire, il y a des œuvres de tel grand artiste. Voilà, les gens vont venir. Bon. Alors, il y a une question ici qui est posée, c'est la question de ce que j'appellerais l'externalisation, sans employer des grands mots. C'est un terme économique, l'externalisation, qui est liée à la mondialisation. C'est le fait qu'une entreprise, donc, ne va pas forcément se délocaliser, mais elle va délocaliser une partie de ses activités en les faisant prendre en charge par quelqu'un d'autre. Et en fait, on voit dans la constitution, la croissance des biennales, leur multiplication et surtout leur morphologie interne, on voit que de plus en plus, il y a des effets d'externalisation. C'est-à-dire que des artistes se retrouvent là, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, se retrouve, je sais pas moi, à la Biennale de Manille, vous avez, je sais pas, un artiste qui vient du monde polaire, c'est pas trop pourquoi, qu'est-ce qu'il vient faire là, mais quand vous grattez, vous comprenez pourquoi. Vous voyez que, soit il y a un curateur qui le défend, soit il a eu un article dans Art Forum, vous voyez, ou des choses comme ça. Alors, ça commence à brouiller singulièrement les données,
Et ce qui transparaît, c'est un effet assez curieux de cross-culturalisme, comme on disait dans les années 80-90, hein, dans le cadre des études postcoloniales. Cross-culturalisme, ça veut dire les cultures qui se traversent, qui se croisent comme ça, ce qui est très bien. Le cross-culturalisme, c'est très bien, mais sans qu'on contrôle l'origine des flux. C'est-à-dire, les cultures circulent, mais on ne sait pas exactement qui lance les flux. Vous voyez, et ça pose un problème. Ça pose un problème parce que, sans tomber dans une théorie de la conspiration, il est clair ici que aucun mouvement culturel ne naît de rien, de nulle part. Et ce serait trop heureux si un mouvement culturel pouvait naître uniquement de l'affection que les gens auraient pour cette culture qui émane, vous voyez, tout d'un coup, qui sort du néant. Bon, généralement, il y a des phénomènes de production, il y a des phénomènes de valorisation, il y a des phénomènes de mise en circulation. Et là, les grands médias jouent un rôle intéressant. Bon, vous avez tous remarqué comme moi. Peut-être qu'en Tunisie, c'est pas le cas, mais en France, c'est comme ça. Quand vous ouvrez le matin votre page Orange, par exemple, voilà, ou Yahoo, c'est sur Yahoo, ou Google, c'est sur Google. Vous prenez le journal, prenez même Le Monde, vous prenez les grands journaux français, tout le monde parle de la même chose. Tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les agences de presse qui présélectionnent les informations dont on va vous parler. Vous allumez la télé, tiens, il parle encore de la même chose. Et puis ça, puis un reportage là-dessus. Ah ben zut, je viens d'en voir un autre, le même reportage sur une autre chaîne. Vous voyez, c'est très curieux. Bon. Donc, il y a une espèce on pourrait dire, de façonnage comme ça de l'information, qui n'est pas le fait du hasard, c'est jamais le fait du hasard, et il induit une sorte de distribution de l'information qui homogénéise le champ culturel plutôt que de montrer sa multipolarité. Vous voyez, ça, c'est quand même une tendance lourde de la communication contemporaine, qui explique que certains théoriciens, et je pense ici à un très grand livre, très grand petit livre, que si vous avez l'occasion de le lire ou de le trouver sur Internet, de Mario Perniola, qui est un grand philosophe de l'université de Rome, la Sapienza à Rome. Et il a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « Contre la communication ». Alors, quand vous regardez le titre, vous dites « Non mais attendez, il se fout de nous celui-là », parce que vous savez très bien que quand vous fermez la communication, généralement, vous bloquez le pouvoir, quoi. Tous les pouvoirs autoritaires contrôlent la communication. Vous êtes bien d'accord, hein, crac, vous ne saurez rien, il ne s'est rien passé, etc. Alors, Mario Perniola dit non, attendez, contre ce type de communication. Vous voyez, parce que ce type de communication, au fond, sous des dehors très démocratiques, sous des dehors très élargis, mais qu'est-ce qu'il fait finalement? Qu'est-ce qu'il fait? Il réduit le champ au lieu de l'ouvrir. Vous voyez, il homogénéise au lieu de montrer une hétérogénéité de situation. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il nous réduit, nous tous, à une sorte d'individualité collective qui, en fait, n'a pas de rapport avec ce que nous sommes. Vous voyez, parce que nous sommes, finalement, des individus, à la fois, certes, sociaux, des associés, socius, on vit en société, mais chacun avec une histoire particulière, avec des intérêts particuliers qui n'ont pas forcément à se mélanger. Il en est de même pour la culture. Hein, il en est de même si vous tous ici, dans votre différence essentielle, liée à votre histoire, vos origines, votre devenir, votre destin peut-être même religieux si vous croyez, etc. Si vous devenez créateur, aucun d'entre vous ne fera la même chose. Vous voyez, chacun créera quelque chose de spécifique qui lui appartient. Voilà. Et tout ça donc disparaît tendanciellement. Alors, vous voyez, la question de l'hégémone, ce qu'on appelle l'hégémone chez les Grecs, l'hégémonie, le premier rang, le hégémone c'est le premier rang, cette question est posée et j'ai l'impression que... il me semble encore que ce qu'on appelait autrefois l'Occident, bon, qui est un terme de plus en plus vague parce que bon, on lui fait des croisements, il me semble que l'Occident, d'où je viens, pas en vainqueur d'ailleurs, hein, j'ai rien demandé, moi je suis né là, j'aurais pu naître au Zimbabwe, bon voilà, je sais pas pourquoi je suis là, hein, je suis né là, bon c'est comme ça, je fais avec. Mais il me semble que l'Occident est encore, vous voyez, prescripteur en la matière. Bon, alors à quoi je le vois encore? Je le vois à deux choses. Les foires, les grandes foires internationales, très important. Vous savez ce qu'on dit, certains disent, les foires d'art contemporain sont les biennales du futur. Bon, alors je vous fournis la formule, vous en ferez ce que vous voulez. Au fond, c'est assez intéressant parce que la foire vend ce que la biennale consacre. Vous voyez, donc au bout du compte, pourquoi ne pas les jumeler toutes les deux? Il y a une sorte de logique de l'élection ici, qui est d'abord une élection
communicationnelle, elle devient une élection culturelle, et cette élection culturelle, passant à travers des objets d'art qui relèvent de la marchandise, bien devient une élection matérielle. Vous voyez, il y a une espèce de cycle capitalistique ici, qui se développe au fond assez naturellement, au point que bien des gens n'y trouveront pas grand-chose à redire. Bon, c'est comme ça. La troisième donnée maintenant, vous voyez, on a parlé biennale, on a parlé les foires. Bon, j'insiste pas sur les foires, même s'il y a des spécificités. Je reviens de la Beyrouth Art Fair à l'instant même, qui est une foire très intéressante, qui est aussi une foire spécifique, incontestablement. On voit ce que les Libanais ou les gens du Moyen-Orient aiment comme art, et les marchands, qui ne sont pas des philanthropes, ils viennent là pour leur vendre ce qu'ils aiment, c'est-à-dire essentiellement de la peinture abstraite. Il y a énormément de peinture abstraite et beaucoup de choses autour de la mémoire libanaise, qui est une mémoire évidemment très meurtrie, comme vous le savez, 15 ans de guerre, 1975-1990, un très dérangeant voisin qui s'appelle la Syrie. Évidemment, tout ça a laissé des traces, hélas, indélébiles, parce que beaucoup de souffrances non réglées souvent encore. Alors, le troisième axe, et je finirai par là, c'est ce qu'on peut appeler les musées délocalisés. Les musées délocalisés. Alors, c'est quelque chose que moi aussi j'ai vu du fait de mon âge, ma génération. J'ai vu progressivement, d'abord, des grands musées d'art moderne et contemporain se constituer. Ça, c'est le mouvement des années 80. Ça peut étonner beaucoup d'entre vous ici, qui êtes plus jeunes, mais il faut savoir que longtemps, les artistes les plus offensifs, les plus subversifs, refusaient le musée. Ils refusaient l'exposition dans les musées. Parce qu'ils disaient, c'est la récupération, on devient des collabos du système, on ne veut pas devenir des artistes officiels, etc. Bon. Et puis, ça a évolué, les musées ont évolué, surtout les personnels de musées ont évolué dans le bon sens. Et là, il faut dire que l'institution artistique a créé des acteurs formidables, des grands curateurs, des grands directeurs, des Harald Zeman, des Eddie Deville, des Pontus Hulten, des Jan Hout, enfin vous en avez un grand nombre comme ça, qui parfois étaient partiaux. Harald Zeman, ils étaient partiaux, c'est sûr, mais quand même, ils ont réussi à faire venir dans le musée d'art contemporain des artistes qui, sans eux, n'y seraient jamais venus, vous voyez, et non des moindres. Donc, ils ont créé un univers de familiarité basé sur l'échange, une certaine réciprocité, une certaine égalité de traitement, si vous voulez, qui font que le musée a cessé d'être un lieu haïssable, ça a cessé d'être un lieu répulsif pour les artistes contemporains, et c'est devenu bien souvent un lieu laboratoire. Moi, j'ai vu, par exemple, un grand curateur qui était artiste lui-même, qui était peintre flamand, qui s'appelait Jan Hout. Jan Hout, je l'ai vu donner, par exemple, son musée à Gand aux artistes dans une exposition. Les artistes avaient tout détruit. Ils avaient tout détruit. Ils avaient défoncé les murs, ils avaient fait des trucs. Ça a fait un scandale, évidemment, sans nom, parce que les gens ont dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça, ces artistes qui détruisent le musée, qui s'amusent avec Jan Hout a dit, écoutez, voilà, ce sont des créateurs, ils ont envie de faire ça. Moi, je les laisse faire ça. Bon. Donc, il s'est beaucoup exposé, il a beaucoup payé de sa personne. C'est comme ça qu'il est devenu quelqu'un de très estimable et qui a rendu les institutions estimables. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que mon propos n'est pas du tout un propos qui consisterait à dire, là où il y a de l'institution, c'est horrible, il ne faut pas y aller. C'est absolument pas vrai. Il faut juste veiller à ce qu'il n'y ait pas de perversion de l'institution. Et il faut veiller à ce que les acteurs institutionnels soient justement des gens qui soient plutôt saisis par un désir d'équité dans le rapport qu'ils entretiennent avec les artistes dont ils vont montrer les travaux. Vous voyez, alors c'est parfois acquis, parfois c'est pas acquis, parfois ça évolue, ça l'est un moment, un peu moins. Ça c'est l'histoire des institutions. Alors, il n'empêche que, sans critiquer fondamentalement l'institution qui a beaucoup fait pour la promotion de l'art vivant, dans tous les pays du monde ces dernières décennies, ces trois dernières décennies, il y a quand même des choses intéressantes. Je prends le modèle de la fondation Guggenheim, par exemple. Guggenheim, c'est états-unien. Il y a eu un directeur jusqu'en 2008 qui s'appelle toujours vivant, il s'appelle Thomas Krenz. Thomas Krenz, qui est né en 1946, je crois. Thomas Krenz est quelqu'un qui va donner une impulsion internationale au Guggenheim. C'est-à-dire il va sortir le musée Guggenheim, vous voyez, de Frank Lloyd Wright, la spirale, là, le long de Central Park. Il va le sortir des États-Unis
il va le démultiplier dans le monde. Il va faire des petits Guggenheim partout, vous voyez. Hein. Bon, vous savez, Ho Chi Minh, il disait, pendant la guerre d'Indochine, il disait, il faut créer des Vietnam partout. Hein, bon, les révolutionnaires disaient ça. Ben, Guggenheim, Thomas Krenz, il dit, il faut créer des Guggenheim partout. Hein, donc, vous voyez l'expansion de la culture comme ça. Alors, ça vous donne Bilbao, ça vous donne Berlin, ça vous donne des refus aussi. À Rio, ils ont refusé, par exemple. À Las Vegas aussi, curieusement. À Las Vegas, ils ont une tour Trump, mais ils n'ont pas de Guggenheim. Vous voyez, bon, donc on peut pas tout avoir, hein, même à Las Vegas. Hein, c'est comme ça. Bon, pourquoi? Ben parce que c'est un système de franchise. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui adoptent ce musée, ils doivent payer. Ils doivent le payer. Mais le musée est un attracteur en soi. Ils mettent dedans ce qu'ils veulent. D'ailleurs, il n'y a pas de collection. On met rien dedans. Hein, mais c'est un attracteur. Il y a d'autres exemples plus récents, tout aussi intéressants. C'est par exemple le Louvre. Vous avez vu comment le Louvre ou le British Museum, par exemple, on commence à ouvrir ce qu'on peut appeler des musées succursales. Vous voyez, les musées succursales. Bon, le Louvre, la tête moderne, le British Museum, par exemple, ont des succursales dans les Émirats Arabes Unis. Le Louvre à Abu Dhabi, hein, que vous connaissez, par exemple. Et la tête galerie a une succursale à Pékin. Par exemple, bon, je ne peux pas faire le détail de tout ça. Si vous mettez musée délocalisé sur, je sais pas moi, Google ou plutôt Quant, allez sur quant.com parce que vous ne serez pas fliqué, vous ne serez pas fléché. Hein, c'est mieux que Google, vous n'aurez aucune pub hein, et on ne saura pas ce que vous regardez. Bon, si vous allez sur quant.com et que vous mettez musée délocalisé, vous allez voir, c'est une tendance importante. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la politique, c'est de la géopolitique, ça porte un nom, je ne vais pas vous l'apprendre, ça s'appelle le soft power. Le soft power, c'est quelque chose de très important pour votre génération, en tout cas les gens qui sont jeunes, plus jeunes que moi ici, c'est très important parce qu'il s'agit, ce n'est pas nouveau, mais ça s'est beaucoup renforcé, de la continuation de la politique par d'autres moyens, et par les moyens de la culture. Bon, et là, vous avez des pays qui sont très forts. Le plus fort au monde, bah, ce sont les États-Unis d'Amérique. Je crois la culture américaine, quand même, qu'on le veuille ou non, bon, hein, que ce soit Disney, DreamWorks, bon, ou même Jim Jarmusch dans le cinéma, bon, ça irradie partout. Bon. Les Anglais sont extrêmement forts. Les Allemands sont très forts. L'Institut Goethe. En plus, ils sont très forts, les Allemands, parce qu'ils disent rien. Ils se montrent jamais. Ils se montrent jamais, mais ils travaillent comme ça en sous-main. Les Français essaient. Ils se montrent un peu trop. Bon, le français, c'est toujours un peu pénible. Le français, c'est un peu celui toujours qui vient vous donner des leçons. Vous avez remarqué, il y en a marre, quoi. Parfois, les Français, on n'en peut plus, quoi. Bon, voilà. Donc, je vais me taire, d'ailleurs, bientôt. Hein, rassurez-vous. Je vais bientôt me taire. Et... Voilà. Non, mais, écoute. C'est intéressant. Non, mais c'est vrai. Moi, bon. Écoutez, une fois, je vais au Kazakhstan. Je suis allé assez souvent au Kazakhstan. J'étais à Astana. Je dirais très, très vite. Je suis invité par l'ambassadeur de France. Ce gars, pendant 2 heures, m'a expliqué très exactement ce que c'était que le Kazakhstan. Bon, bah, je dis d'accord, très bien. Mais moi, je préfère écouter les Kazakhs eux-mêmes, vous voyez, personnellement. Voilà. Mais un aplomb, j'ai tout compris, je sais tout. Voilà, bon, très bien. Le repas était bon, donc à l'ambassade, c'est bien. Alors, si vous voulez, ces données d'externalisation politique ne sont pas négligeables. On ne peut pas aujourd'hui faire valoir une culture par la guerre, par exemple. Vous avez vu, ça ne fonctionne pas. Le pouvoir militaire, le pouvoir des vainqueurs militaires ne peut plus s'imposer. On ne peut plus venir avec dans les fourgons les valeurs culturelles de celui qui vous occupe. C'est fini, ça. Ça, c'était à la limite encore possible du temps de la colonisation. Et encore, on voit très bien que la colonisation n'a affecté qu'un vernis dans les cultures locales. Quand on va en Amérique latine, par exemple, on voit très bien comment aujourd'hui, il y a tout un mouvement indigéniste qui rebaptise les villes du nom de l'époque aztèque, maya ou inca, qui gomme complètement tout ce qu'a été la colonisation espagnole et portugaise, hein, si vous voulez. Donc on voit que finalement... Tout ça, hein, c'est arriver, donner prétendument les valeurs, la civilisation, la culture qui va avec. Chez l'autre, quand on arrive par la force, en général, ça ne fonctionne pas. Hein, c'est un truc qui ne fonctionne pas. En revanche, ce qu'on peut appeler une insémination culturelle douce, fraternelle, amicale, vous voyez, hein, avec de beaux dîners, de beaux vernissages, hein, où on fait parler les hommes politiques, ça, par contre, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus efficace, certainement. Alors,
j'ai beaucoup parlé, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, j'en viens maintenant au dernier point qu'a évoqué Faten. Ici, mon point de vue, parce qu'elle me l'a demandé, hein, tu me l'as demandé, tu m'as dit, que pourrais-tu dire sur la Tunisie, le Maghreb? Alors, franchement, et c'est pas par fausse modestie, pas grand-chose, parce que je pense qu'il faut habiter quelque part pour bien voir une situation. C'est pas parce qu'on vient souvent quelque part qu'on connaît quelque chose. Bon, donc je vais être très prudent, je suis pas un expert, je suis absolument pas arrogant, je viens pas avec la parole du post-colonial, de celui qui a tout compris, etc. Non, je dis juste, j'ai quelques petits points de vue très 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 courts là-dessus. Bon. Alors, moi je trouve injuste, d'abord, la sous-représentation de l'art du monde arabe, plus largement que le Maghreb ou que la Tunisie, à forte raison, le monde arabe dans sa totalité. Bon, c'est un monde qui produit un art de très grande intensité, et il faut bien le dire, le regretter ou s'en féliciter, je ne sais pas, les conflits religieux, la question de l'islam notamment, de quel islam on veut, de si l'on veut l'islam ou non. Est-ce qu'on veut une société conventionnelle, traditionnelle, une société au contraire beaucoup plus moderne, libérale, etc., a engendré une richesse artistique incroyable. Moi, c'est une chose qui m'a stupéfait. C'est-à-dire qu'un très grand nombre d'œuvres sont travaillées par cette question de la transcendance, cette question du réel, la question du rapport à l'autre, du rapport finalement au territoire, à la tradition, à la modernité. Et ça donne vraiment des œuvres qu'on marqué, beaucoup d'œuvres ont marqué. Et je disais à Faten tout à l'heure que sans m'en rendre compte, moi-même en France, bon, travaillant sur l'art contemporain, j'avais travaillé sur des artistes ou avec des artistes du monde arabe, mais en nombre incalculable. Je parlais, j'ai écrit sur Adel Abdessemed encore récemment, Myriam Meshita, Kader Attia. Je pensais aussi à vous voyez les noms, je suis presque troublé, j'arrive plus à dire les noms. Mounir Fatmi, par exemple, tous les films de Mounir Fatmi, Wael Chafki, enfin bon, je me disais, mais c'est incroyable, quoi. Et personnellement, j'y vois une raison, c'est que ces formes d'art-là sont tout à fait fascinantes. Kader Attia, etc., c'est tout à fait intéressantes, et elles me remettent en cause moi-même. Moi-même, citoyen français, venu de la culture, de l'art, du champien, conceptuel, très compliqué, très intellectuel, vous voyez, elles m'ont remis dans une sorte de réalité. Enfin, moi, les liens que j'ai avec Mounir Fatmi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur son cinéma, par exemple, j'ai écrit son cinéma, etc., et c'est impressionnant. Enfin, il vient de faire un film, je vais le présenter la semaine prochaine à Paris, qui s'appelle Nada, qui veut dire rien. Bon, c'était extraordinaire. Je le regardais hier soir dans ma chambre d'hôtel, mais c'est sur la violence du monde, la violence humaine, mais je crois que j'ai jamais vu une œuvre d'art plastique aussi forte que ça. Alors, il ne peut pas la montrer, hélas, en public, parce qu'il y a une question de droit. C'est un sampling d'œuvres comme ça qui sont retravaillées, et donc, évidemment, si jamais il l'expose en public, on va dire, ah, mais attendez, vous devez payer des droits, là, vous avez du Goya, vous avez des images d'archives, je ne sais pas quoi, de bombardements, des choses comme ça. Bon. Donc, des artistes quand même qui... Bon, moi, je parlais de Cabaret Creuset de Chafki, par exemple. Moi, si on me demande sur les 10 dernières années, une des œuvres qui m'a le plus marqué, c'est celle-ci, hein. Incontestablement, hein. C'est pas les artistes français, c'est pas Laurent Grasso, c'est pas sûrement pas Jeff Koons, hein, ça, ou Richard Prince, il n'y a aucune chance. Tout ça, ça me fait plus rien depuis longtemps. Je trouve ça très convenu. Bon. Alors, mon sentiment, c'est qu'il y a une grande injustice. Il y a une sous-représentation de cet art arabe. Alors, ça ne veut pas dire que certains artistes arabes ne sont pas représentés, et légitimement, ils le sont, Dieu merci, mais je pense que, pour avoir travaillé ici en Tunisie, avec Patricia Triki, je salue, autour de la boîte, avec Fatma Kilani, avec Faten, pour avoir rencontré quand même un certain nombre d'artistes dont certains sont là, je me dis quand même que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Alors là, je me pose la question. Je me dis pourquoi ? C'est sûrement pas la volonté des acteurs ici. Parce qu'on pourrait dire ici, les gens ne se mobilisent pas pour les artistes, ou les institutionnels s'en fichent, ils font des carrières, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Maghreb est
réellement, mais même si vous allez jusqu'en Égypte, vous mettez de côté la Libye, bon, avec cette terrible situation que celle des Libyens en ce moment, mais regardez, vous avez le fameux comptoir ou le IAC au Caire et à Alexandrie, par exemple, le festival Backstreet, au Caire, vous voyez, des choses comme ça. Et puis j'ai noté, vous voyez, moi-même, personnellement, je suis invité par les Jacques. Le mois prochain, je donne une conférence à Casablanca chez Mohamed, qui est là, donc voilà, qui est initiateur d'un centre d'art H2 qu'il a créé récemment. Je suis allé, je ne sais combien de fois, l'appartement 22 Abdelakaroum, par exemple, si ces noms vous disent quelque chose. Enfin bon, moi je note qu'il y a très longtemps que je viens dans le monde arabe et je ne peux pas dire qu'il ne s'y passe rien. C'est pas vrai, c'est absolument faux. Voilà, chez Hassan Darsi, par exemple, à Casa aussi, travail formidable, fait par un artiste et par sa femme, bien évidemment. Alors, la question, ce n'est pas le déficit de vitalité, c'est pas ça du tout. Mais alors, c'est quoi? Alors moi, je pense que, mais là, c'est à vous peut-être de me donner la réponse, moi, je crois que c'est avant tout un problème politique. Je crois que c'est un problème politique, c'est-à-dire le fait que vos politiques, mais là, c'est une simple présupposition, ne s'occuperaient peut-être pas tout à fait assez de la valorisation culturelle, de ce qui se passe dans ce pays et dans les pays du Maghreb. Alors peut-être, je mets ça au conditionnel. Et en particulier, il m'a semblé que la première des choses qu'il faudrait changer, c'est la question de la circulation. Il faut que les artistes puissent circuler plus librement, les créateurs. C'est quelque chose qui m'a frappé. Le nombre d'artistes qui m'ont dit, mais vous savez, on ne peut pas quitter le Maghreb, on ne peut plus. Il faut faire la queue, il faut aller demander des visas, il faut aller au consulat, il faut demander des invitations, etc. Il faut attendre très longtemps. Et c'est vrai que nous, occidentaux, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Je veux dire, on prend un billet aujourd'hui et demain, on va où on veut dans le monde. Vous voyez, alors qu'ici, moi je me souviens à Sousse, les étudiants qui venaient me voir pour glaner une invitation à mon université pour avoir la chance d'obtenir un visa, vous voyez, pour pouvoir partir. Bon. Moi, je pense que mon sentiment, c'est pas du tout qu'il n'y ait pas de vitalité artistique, ça, c'est très bien, ça continue, c'est excellent même. Premier point, c'est pas du tout qu'il n'y ait pas les institutionnels qui se dévouent, qui sont parfois artistes eux-mêmes, c'est le cas de Faten, artistes qui se dévouent pour d'autres artistes, excusez-moi, mais bon, c'est pas toujours fréquent. Vous savez, beaucoup d'artistes, ils roulent pour eux-mêmes, ils sont individualistes, donc c'est comme ça, l'humanité est comme ça. Bon, moi je pense que c'est plus une question qu'il faut poser aux acteurs politiques. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas l'effort de faciliter les transferts, de lutter contre cette politique des visas, d'être beaucoup plus exigeant, etc., et permettre cette plus grande fluidité. Bon. Enfin, l'exportation. Moi, j'en suis à me demander, je parlais avec une amie galeriste avec qui je travaille beaucoup, qui est une galeriste suisse, j'en étais à me demander il y a 2 jours à Beyrouth, quand est-ce qu'on pourrait organiser une exposition d'art tunisien à Genève, par exemple, ou à Paris. Vous voyez, ça ne me concerne pas, moi je ne suis pas tunisien. Bon, voilà. Et il faut être à Beyrouth avec une galerie suisse pour se demander comment on va organiser une expo d'art tunisien à Paris. C'est curieux quand même, non? Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu curieux? Parce que vous vous dites, parce que ces galeristes, ils demandent, vous allez à Tunis, mais est-ce qu'il y a des choses bien à Tunis? Je dis oui, en Tunis, il y a un espèce de paquet de bons artistes, je dis même bien plus intéressants souvent que nos nombrilistes occidentaux, là, voilà, bon, qu'on au fond rien à dire, toujours répéter les mêmes stupidités, moi, bon, voilà, et... Ah bon, alors qui? Mais comment? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire une exposition à Paris, mais il faut un beau lieu, il faut... voilà. Alors pas une expo qui était pas mal. Le Maroc, vous vous rappelez, l'Institut Monde Arabe il y a quelques années. Bon, mais je vois que tu réagis. Bon, pourquoi? Parce que la sélection... Encore qu'il y avait des choses pas mal. Bon, faut reconnaître quand même. Ça donnait une bonne idée de la créativité marocaine. Mais vraiment, franchement, pour nous, ça donnait une bonne idée. On disait, c'est incroyable, parce que ça infuse, il se passe quelque chose quand même ici. Bon. Donc voilà, Faten, chers amis, voilà un peu, moi, comment je vois les choses. Je pense que sans un engagement politique important au niveau international de vos représentants, eh bien, je ne vois pas comment ça peut évoluer. Sans une volonté vraiment très forte d'exportation de cet art, sans attendre que ce soit d'autres qui le fassent pour vous, eh bien, je ne vois pas comment ça peut évoluer. Donc, j'ai envie de dire, c'était le mot de la
la fin. À vous de jouer en conséquence. Voilà. Voilà, je vous remercie. Voilà. Bon. Merci beaucoup pour votre écoute. Ça n'a pas été trop long? Pas du tout, non, au contraire. Bon, merci, merci en tout cas. Merci beaucoup. Donc voilà, nous remercions notre cher ami Paul Ardenne pour cette excellente conférence, très très approfondie et qui répond parfaitement à nos attentes. Pourquoi nos attentes? Parce que je ne sais pas si vous l'avez bien évidemment constaté, que nous sommes dans le cadre d'une institution, une jeune institution, qui est le Musée national d'art moderne et contemporain. Cette institution n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, parce qu'on est en train de trouver la stratégie, de tracer le concept de fondement de cet espace. Donc c'est un laboratoire ouvert, et cette conférence nous oriente un petit peu dans certaines approches, certains positionnements surtout par rapport à ce qui existe dans le monde. Donc pour faire vite, la conférence de Paul nous a un petit peu présenté les sous-bassements justement de ce système élargi qui est celui de l'art contemporain. Et ce qui est paradoxal, c'est que hier j'ai un petit peu assisté aux différentes conférences sur le marché de l'art. Et aujourd'hui, sur cette approche du global et du local, et le constat, c'est que la terminologie spécifique de l'art, esthétique de l'art, relève c'est-à-dire du périphérique, pour faire un clin d'œil à Nadira qui a parlé hier du centre et de la périphérie. Et ce qui est encore plus important, et ça c'est, moi en tant qu'artiste et chercheur, je trouve un petit peu, ça relève de l'intrus, au sens qu'il y a un vocabulaire auquel on n'est pas familier, notamment une terminologie qui relève de l'économique. Hier, on parlait de marchandises, de vente, d'économie, d'achat. Et aujourd'hui, il y a une terminologie politique, de pouvoir, de stratégie, d'hégémonie. Et tout ça tourne autour de la création et de l'art. Et ça, c'est une spécificité actuelle qui relève de notre époque. Ce qui est étonnant, c'est que le même système qui est là pour promouvoir l'artiste, c'est comme le pharmacone. Il est à la fois le poison et le remède, notamment les biennales et les foires et tous ces événements. Et nous, ce qu'on a fait aujourd'hui, ça nous rassure quelque part, c'est que les journées de Carthage avec le label de Carthage, ça relève d'une spécificité, d'une étude de ce qui se passe chez nous actuellement. Ce n'est pas une catégorie esthétique, ça ne relève pas de l'art contemporain en termes de classement d'un art occidental, au contraire. C'est juste de voir ce qu'on a aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui, pour justement construire l'avenir. Donc, pour ne pas accaparer la parole, je suis certaine que tout ce que tu as dit est très riche et ça interpelle bien évidemment l'assistance. Donc, je vous donne la parole, bien évidemment, pour profiter, pour poser beaucoup de questions à notre cher ami Paul. Non, mais surtout pour donner votre point de vue. Bon, moi, je crois que j'ai tout dit, en fait. Pas grand-chose à ajouter. Moi, je remercie donc pour votre propos, vraiment très juste, je dirais, et qui part effectivement de la réflexion donc du mode de représentativité. Je parle encore du sud, par le nord, parce que je préfère le nord, même s'il est excentré vers les pays du Golfe maintenant. Donc, de cette puissance médiatico-financière, effectivement, qui fait la valeur marchande. Mais moi, je me demande justement si il n'y a pas, bon, c'est pas dans votre propos en même temps, qui ferait la valeur aussi esthétique et artistique. Bien que vous ayez dit, effectivement, avec l'exemple de Shawky, qu'il y a plutôt un phénomène de déficit artistique quand il y a une prise en charge par justement ce marché international. Bon, et vous avez proposé à la fin, effectivement, d'une posture de contre-pouvoir. Qui serait donc proposé plutôt donc aux institutionnels pour faciliter finalement cette représentativité au nord. Moi, je me demande finalement si la solution n'est pas aussi la posture de contre-pouvoir qui serait de tourner le dos à ce mode de représentativité. Et comment tourner le dos à ce mode de représentativité ? Eh bien, c'est d'aller d'abord vers le local élargi. Moi, je pense à la Biennale de Dakar. Il y a Madame Mediamba qui est là et pourrait en parler. Dont le concept cette année, c'était justement non pas de tourner le dos, mais d'être
effectivement africain, méditerranéen, africain, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, et de puiser dans ses propres valeurs, hein, pour effectivement avoir une représentativité donc au niveau esthétique, artistique, bon, qui par la suite sera probablement demandée donc par le marché de l'art. Moi, il y a juste un constat. Par exemple, ce besoin de représentativité. Et là, il y a des artistes, justement, des années 80, n'existait pas beaucoup au Maghreb dans les années 80, dans les années 60, 70. C'est un phénomène nouveau. Et c'est un phénomène qui est créé, justement, qui a été créé par le marché de l'art international. Moi, j'ai pas mal écrit sur des artistes des années 80. Ils avaient besoin d'une représentativité locale. Ils se satisfaisaient, et c'était très important, une représentativité locale. Alors qu'aujourd'hui, justement, il y a une course vers la représentativité internationale qui vient justement de ce vice, en quelque sorte, ce phénomène vicieux qui est celui dont vous avez bien parlé. Voilà. Oui. Alors, non, le chapeau est toujours Merci. Bon, je remercie le conférencier pour cette conférence qui nous a informés de certaines choses qui se passent chez vous, hein. Et chez nous, c'est une autre réalité. Moi, personnellement, j'ai 40 ans de service dans ce domaine. Je suis professeur, directeur, artiste, critique, etc., etc. Mais jusqu'à maintenant, je me cherche. Ici, dans notre ère, dans notre Tunisie. Par la suite, bon, je dis peut-être, si j'élargis, c'est le monde arabe, c'est le Maghreb. Et je vous dis franchement que après cette expérience, une grande expérience, j'ai senti que le marché de l'art est devenu maintenant un marché d'escrocs. Un marché, pardon ? D'escrocs. Ah oui, parce que quand je vois Jeff Koons, comment il vendait ses œuvres aux pays arabes, aux pays du Golfe, à Qatar par exemple. Quand je vois par exemple que le même pays achète des œuvres qui ne sont pas toujours véridiques de Cézanne. Moi, je me pose une grande question. Pourquoi acheter ces œuvres? Et comment? Et qui est derrière cette opération? Alors que le monde arabe, il a depuis un siècle maintenant, il y a quand même des artistes qui ont travaillé. Bon, il y a des artistes qui n'ont pas été quand même intellectuels, sont des producteurs d'œuvres, parfois spontanées, parfois savantes. Et par la suite, on a vu quand même une histoire. Et notre histoire ici en Tunisie, c'est une belle histoire. Elle a été rossée par des études, des théories. Nous avons au moins 400 thèses de doctorat ici en Tunisie, dans notre école. Bien sûr, nos amis français ne connaissent que quelques-unes parce que on a invité nos amis français pour assister avec nous dans nos thèses. Ce qui me choque toujours, c'est que nous, en Tunisie, et nos étudiants connaissent beaucoup de choses sur l'art de l'Occident, depuis son histoire. Et ils connaissent même l'histoire de l'art actuel en Occident, parce que nous avons des enseignants qui enseignent ces arts, parce qu'ils ont peut-être un peu voyagé, ils étaient quand même avertis. Mais le contraire, les Occidentaux ne nous connaissent pas et ne nous reconnaissent pas. Et même les enseignants qu'on a invités pendant 20 ans, ils viennent chez nous chaque année, excusez-moi le terme, pour manger un peu de poisson tunisien. Je n'ai vu qu'un seul enseignant qui est Bernard Tessedre, qui a écrit un petit article sur Belkhouja, et les autres,
Ils viennent, ils nous contactent, ils voient nos œuvres. Aucun article. Et ça, c'est le grand point d'interrogation. Maintenant, non, moi c'est la première fois que je le vois, peut-être je l'ai vu avant. Enfin, juste mais en notant quand même que, juste je vous rends la parole, beaucoup d'artistes arabes sur lesquels j'ai écrit, pas tous, mais beaucoup vivent à Berlin, en France, je tiens à préciser. voilà le problème. Le problème, Voilà. c'est que vous vous intéressez à des artistes qui sont quand même devenus français, hein, qui sont devenus allemands. C'est-à-dire, vous ne parlez pas des artistes qui fonctionnent, qui travaillent dans le monde arabe. Si, j'ai travaillé avec Eman Balbaki, par exemple. Je ne sais pas. Eman Balbaki, qui est de Beyrouth, ou Abdul Rahman Katanani, qui est palestinien. Bon, maintenant, il est en Moi, France. je parle en général, monsieur Hardé. Je parle Non, en même général. Zineb Je ne parle pas de Sedira, vous. elle est- Je ne parle pas de vous, Elle est mais maintenant 6 mois en Algérie. Hein. Oui, non, mais c'est général, effectivement. Non, mais voilà. c'est général. C'est-à-dire, le rapport n'est pas équilibré du tout. Et c'est pour cette raison, ici, en Tunisie ou dans le monde arabe, on se cherche, on est complètement dans le flou. Est-ce que nous sommes reconnus? Est-ce que nous sommes des artistes? Est-ce que nous sommes des critiques? Est-ce que nous sommes vraiment des producteurs de savoir? Je ne sais pas. Parce que maintenant, je me pose des questions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette renaissance. Même les artistes qui sont parfois invités en Europe sont des jeunes qui cherchent un peu de tisser des amitiés avec des collègues, ou un seul artiste ou deux qui sont comme Jeanne Madeoui maintenant, qui est convoité partout. Mais les autres, même les artistes qui sont des défunts maintenant, comme Sehli, comme Goudertriki, enfin, Goudertriki il est encore vivant, mais comme Sehli, c'est-à-dire des petites expériences, c'est-à-dire qui sont invitées parfois par l'Institut du monde arabe. Mais les autres, il y a maintenant 1 millier d'artistes, et d'artistes, je dis bien d'artistes, parce qu'ils ont fait l'académie d'art, ils ont quand même été, ils étaient écrivains, ils étaient, bon, je ne dis pas des grands philosophes, mais parce qu'ils trouvent que cette situation, celle-ci, c'est-à-dire l'argent, c'est l'argent qui domine maintenant, chez vous ou chez nous. Hein. Si on a de l'argent, on peut devenir des grands artistes, des grands vendeurs d'œuvres. Moi, je me suis posé une question un jour. Moi, personnellement, Habibida, si je veux louer, si j'ai de l'argent, je loue une galerie à Paris et j'expose et j'achète mes œuvres par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, il devient quelqu'un qui est convoité en Europe ou là à Paris. Ça ou se là, fait, hein. ça se fait. d'artistes font ça. C'est-à-dire, acheter les œuvres, et ça, je me demande, moi, nous sommes ici incapables d'influencer. Vous êtes convoités, vous êtes invités partout dans le monde, mais on ne voit pas que ces écrivains qui ont travaillé sur l'art contemporain, ils ont influencé, ils ont eu une influence. Bon, ils sont là, ici, ils écrivent, ils éditent, etc. Mais en fin de compte, rien n'a changé. Au contraire, les choses maintenant sont pires. Merci beaucoup pour avoir entendu. Non, moi, bon, merci Paul pour ton intervention. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Rachida sur cette obsession de la représentativité et cette question de l'externalisation dont tu as parlé tout à l'heure, etc. Et puis rappeler juste un phénomène, c'est que moi je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie, mon souvenir de l'Algérie, et qui persiste jusqu'à maintenant, enfin, en Algérie c'est comme ça, en Tunisie, au Maroc, partout, il n'y a pas un seul être humain en Algérie qui peut passer 24 heures sans qu'à un moment donné de ces 24 heures, la poésie s'invite dans sa vie. C'est-à-dire il va l'utiliser, il va la lire, il va l'échanger, etc. Ça veut dire que nous avons une vie au quotidien, à chaque instant, où on cohabite avec l'œuvre d'art. Ça, c'est notre réalité. Moi, mon grand-père, par exemple, il aimait les chevaux, il avait un cheval, son cheval est mort, il a pleuré pendant 1 an, il a écrit un poème de 100 vers, que toute la famille a appris par cœur, parce que c'est l'héritage. Bon, donc je ne peux pas dire que j'ai vécu sans art en Algérie. Par contre, cette valeur-là, d'une présence permanente de l'œuvre d'art,
au quotidien, que j'ai trouvé étrangement après en partant en Europe, en me baladant à Rome. C'est très étrange quand même, où je faisais le parallèle. Je me balade à Rome, je m'arrête à Saint-Louis des Français, je rentre à l'intérieur de l'église et je tombe sur Caravage. Vous mettez 50 centimes d'euros, vous avez la lumière et vous voyez des Caravages. Vous sortez de là, vous allez... Et je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose d'assez étrange sur, outre le marché, outre la représentation, la place que nous donnons à la notion de l'œuvre et à son rapport dans notre vie au quotidien. La deuxième surprise que j'ai eue dans ma vie, c'est en allant à Düsseldorf, à la Kunsthalle de Düsseldorf. Je suis invité pour faire une conférence. Alors moi, j'étais impressionné. C'était quand même l'école de Beuys, hein. C'est quand même pas rien. J'arrive à la Kunsthalle, journée porte ouverte de l'école. Alors, un phénomène absolument délirant. Une queue de 1 kilomètre dehors. Les parents, les enfants, les vieux, les jeunes, pour visiter les ateliers des études. La sortie de la journée à Düsseldorf. La sortie de la journée. Bon. Et c'est là où je pense que nous avons une obsession dans nos mondes arabes, parce que je pense que le monde arabe au singulier est une très grave erreur, il faut vraiment l'abolir. Ça s'appelle nos mondes arabes. Je pense que dans nos mondes arabes et dans nos Afriques, ça aussi il faut quand même le... Parce que moi, quand on dit l'Afrique noire, moi c'est vraiment la phrase qui généralement, je deviens très violent. J'ai dit, attendez, on peut pas... Il y a les Afriques, il y a nos mondes arabes et nos Afriques. Et dans nos mondes arabes et dans nos Afriques, on est tombé comme ça dans une sorte d'obsession du lieu de visibilité de l'art, sans avoir pensé à aucun moment à ce qu'il y a autour. Et quand vous analysez pourquoi un musée s'installe dans une société, il ne s'installe pas parce qu'il y a un bâtiment, il s'installe parce qu'il y a un système scolaire, il s'installe parce qu'il y a combien y a-t-il de facultés d'histoire de l'art dignes de ce nom du Maroc à Oman? Très bien. Combien y a-t-il d'écoles de restauration d'œuvres d'art? Combien y a-t-il de dispositifs de transport d'œuvres d'art professionnels qui connaissent leur métier? Rien. Combien y a-t-il de discussions sur la régie d'œuvres? Rien. Tout ça, nous ne l'avons pas. Par contre, nous avons, et là, pour ça, l'Algérie, quand même, c'est le plus beau pays du monde. On ne va pas revenir sur ça. Et il y a actuellement en Algérie un musée dans chaque wilaya. Par contre, il n'y a pas d'œuvre. On a construit dans chaque wilaya un musée, mais on n'a pas de projet scientifique, on n'a rien. Donc il y a une obsession. Non, mais moi je voudrais que l'on sorte de l'obsession de la représentativité pour nous reposer une question fondamentale que nous n'avons pas posée ici et que nous devons de nous poser, à savoir la présence de l'œuvre au quotidien. Quelle est sa nature? Un être ne peut pas vivre sans œuvre. Et nous avons vécu des siècles avec œuvre. Pourquoi soudainement il nous faudrait cette obsession des lieux pour nos œuvres? Ça, c'est une chose vraiment fondamentale. Et ne pas confondre la question de la patrimonialisation, qui est le phénomène des œuvres, parce que acheter une œuvre à 50 millions d'euros, ce n'est pas acheter de l'art, c'est déplacer ou installer l'argent quelque part, en attendant de la déplacer ailleurs. Ce n'est pas un marché de l'art, c'est un placement financier qui permet à l'argent de circuler. C'est des phénomènes de circulation monétaire. Et puis, il ne faut pas non plus s'offusquer de tout ça. Après tout, la Renaissance italienne, elle est née aussi par une volonté de banquier. On peut parler des villes des Médicis, donc c'est des choses quand même qui sont fortement présentes. Et le dernier point que je voudrais dire, qui est celle de cette obsession de l'Occident. Bon, je l'ai dit hier et je le redis aujourd'hui. Je suis désolé, je ne me sens ni colonisé, ni l'héritier de l'Europe. Par contre, ce que je refuse à l'Europe, mais profondément, je refuse à l'Europe de revendiquer l'invention de la modernité. Ce n'est pas vrai. Elle hérite de la modernité, de l'Afrique, des mondes arabes, etc. Mais nous, on est fascinés face à ça en disant, tiens, il y a quelque chose qui arrive là-bas et qui nous arrive. Je suis désolé. Je l'ai dit hier, je le redis encore parce que nous sommes dans son pays. Le premier texte de la raison critique, il n'est pas écrit en Europe, il est écrit en Algérie par Ibn Khaldoun. Il faut quand même restaurer l'histoire. Mince, le texte existe. La pensée sur l'histoire et la remise en cause et la typologie entre le mythe, l'histoire, les outils de vérification, c'est Ibn Khaldoun qui le fait avant les Européens. Donc, il faudrait quand même que nous nous mettions dans cette volonté-là et que nous sommes à la fois les héritiers
de Caravage ou de Nicolas Poussin que de Mohamed Rassim, que des... C'est ça notre force, mais nous ne le faisons pas. Parce que nous sommes dans une sorte d'obsession des représentativités. Alors, il nous faut des gros musées. Moi, je suis contre les musées dans les mondes arabes. Mais alors là, violemment contre. Il nous faudrait des réserves climatisées. Ça, oui. Il nous faut restaurer les œuvres, les garder et faire le travail de patrimonialisation. Ça, je suis d'accord. Mais il nous faudrait des lieux de création avec des outils de production, des laboratoires de vidéo, des laboratoires de production photographique. Un artiste qui veut produire une photo, il devrait pouvoir, ici en Tunisie ou ailleurs, produire la photo dans sa qualité. Et c'est comme ça que les choses se construisent. Mais nous, on veut tout de suite sauter et puis faire un gros musée. Enfin, ça sert à quoi, en fait, de faire... Et parfois, on rentre dans des schizophrénies. Alors, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, que je suis désolé, je suis trop long, mais bon, c'est des sujets qui... J'ai appris que le fameux Christ, là, dit de Léonard de Vinci, a été acheté par un Saoudien, 400 millions de dollars. Alors, un Saoudien... 476 millions de dollars. Alors, un Saoudien wahhabite qui va accrocher un Christ chez lui. Enfin, il faut quand même... Là, il y a quand même une... Il va le mettre où? À la mosquée? Là, ça deviendrait quasiment une performance. Le Christ est connu dans l'islam. Oui, mais je sais, mais sa représentation... mais concernant sa représentation, ça serait quand même... Donc, on voit très très bien que ça n'a rien à voir avec un amour quelconque de l'art. Ça serait d'ailleurs très 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 drôle. C'est aussi dans un pays du Golfe, là où ils ont vu que le plan d'un grand musée qu'ils ont construit, vu en plan, ressemblait au sexe d'une femme. Alors là, pour le coup, malheureusement, ils l'ont payé, il est construit, il est fait. Donc ils ont ça sur les bras, ils l'ont découvert après. C'est l'ironie de l'histoire. Donc, je pense qu'il... Mais je pense qu'il faudrait vraiment revenir à cette essence, à savoir que les amis... Abdelkader, ce musée, je ne connais pas. Ah ben c'est... On va se dépêcher d'aller Non, mais vous allez le retrouver. Hein, et au moment... Non, c'est ou au Qatar ou au Koweït. C'est un des deux pays. C'est un musée d'art moderne? Un musée, alors je ne sais pas si c'est d'art moderne, mais voyons à la fin la vue Google et ça dessine quand même le sexe d'une femme. Enfin, c'est quand même... Alors le parallèle s'est fait, il y a eu comme ça des éléments de scandale sur Internet et tout. Mais outre cette anecdote, c'est juste cette question de l'obsession. Il ne faut pas oublier quand même que cette affaire du marché de l'art est née en Arabie, avant l'islam, dans un marché qui s'appelait Souk Okaz, où on venait acheter de la poésie. Ben quand même, nous sommes des peuples qui achetions de la poésie. On payait les gens pour faire de la poésie dans le marché, Souk Okaz. Et les pages de poésie les plus belles étaient accrochées dans la Kaaba, qui était un musée, dans lequel il y avait 360 sculptures, plus les 10 poèmes les plus importants. C'est le musée. Et ce musée se transforme en œuvre conceptuelle. C'est-à-dire toute la révolution dont on est en train de voir dans le XXe siècle sur les musées se passe dans notre histoire. Et nous sommes amnésiques de ça, obsédés par simplement les représentations. Il nous faut un grand Zaha Hadid, etc., etc. Et désolé d'avoir été... Mais pourquoi tu n'écris pas cette histoire? Ben, je suis... Mais non, parce qu'on découvre des choses et il faut aussi faire savoir ça. Il ne faut pas seulement regretter que ça ne se sache pas. Il faut le... Non, il y a pas mal... Amin Malouf, par exemple, tout à l'heure. Les croisades, je dis qu'un mot, ont toujours été perçues par les mondes arabes d'une manière très différente, évidemment, de la perception qu'on en a en Europe. Mais encore fallait-il le faire savoir. Quand Malouf réécrit cette histoire, voilà, c'est extraordinaire. Non, mais il y a aussi un problème de diffusion. C'est-à-dire, il y a des gens qui écrivent. Non, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui créent, il y a des gens qui... Le problème, c'est que l'étendue de leur diffusion n'est pas énorme, parce que justement, les moyens ne sont pas les mêmes. Vous l'avez bien dit vous-même. Donc le pouvoir de communicationnel est tellement déséquilibré que, quelle que soit la production des gens du Sud, pour parler comme Rachida, il est très difficile de faire connaître ces choses-là. Alors moi, je ne vais pas
allés, ils ont dit l'essentiel quelque part. Je veux juste dire une chose par rapport aux gens dessus, c'est qu'il faut peut-être qu'on arrête toujours de travailler, de s'élever, de dire, et d'être contre les autres, contre l'Occident, contre ceci. À nous de proposer, à nous de travailler, sans s'élever toujours dans des postures de on est contre eux, et ils nous ont maltraités, et ils nous ont fait ceci, et ils nous ont fait cela. On peut travailler ensemble avec. Oui. Alors Mohamed Rajdi, ici, toi tu as créé un centre à Casablanca qui est ouvert récemment, le H2. Alors je pose une question peut-être un peu malséante, mais c'est tout à fait affectif parce que j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais. Mais pourquoi, par exemple, commences-tu par inviter des personnalités étrangères ? Oui. Dont moi, par exemple. Voilà, juste, ne le prends pas mal, hein, c'est purement affectif, mais tu vois, absolument. Puisqu'il est question de... Non. Mais pourquoi pas ? Non, je l'ai fait sciemment, oui. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas un piège, hein, pas du tout. C'est une question, c'est une question tout à fait pertinente, oui. Et qui est bien méditée, bien réfléchie. J'ai vécu 25 ans en France. Quand j'étais en France, j'ai beaucoup travaillé sur les artistes issus de l'immigration marocaine et qui vivent à l'échelle européenne. Je crois que j'ai dû te donner un livre, tu t'en rappelles pas. Quand tu reviendras, je t'en donnerai. J'ai fait une exposition avec un colloque, etc., pour essayer de réfléchir justement sur ce que produisent ces artistes-là, la teneur de leur travail, la manière dont ils sont aussi reçus, représentés en Occident. Quand je suis retourné au Maroc, j'ai initié un certain nombre de textes qui tiennent sur une page parce que je voulais absolument être percutant et attirer l'attention sur certains sujets. Tous les textes ont pour titre de la nécessité d'eux, parce que j'ai estimé justement que c'est nécessaire de parler de ces problèmes-là. Alors, le premier texte était de la nécessité de la pensée en art. Donc, quand je suis arrivé au Maroc, j'ai constaté qu'il y a effectivement une scène dominée par les galeries, par le marché de l'art, il y a un certain nombre de collections, etc. Mais dès qu'on interroge le niveau de la connaissance, eh bien, c'est chute libre, il n'y a pas grand-chose. Vous avez évoqué le manque d'universités, le manque d'écoles dignes de ce nom, etc. Et donc, il a fallu absolument pas. Le deuxième texte, c'était de la nécessité d'encourager les artistes étrangers au Maroc, parce que le milieu de l'art marocain, les galeries, les marchands, et ne s'intéressaient à ce moment-là, et maintenant un peu timidement, qu'à l'art maroco-marocain. Et donc j'ai dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça dans un vase clos, une culture ne peut se développer, ne peut vivre, ne peut respirer qu'en s'alimentant des autres. Et donc il fallait absolument parler de ça. Quand j'organisais des expositions en Société Générale, qui est une collection dédiée à l'art marocain, ou un petit peu plus largement à des artistes orientalistes qui ont travaillé sur le Maroc. J'ai commencé à initier des projets d'exposition dont le thème est assez vaste, qui me permettait d'y placer non seulement des artistes marocains de la collection, mais aussi inviter des artistes étrangers et élargir le champ à des pratiques expérimentales contemporaines, la vidéo, l'installation, performance, etc. Donc c'est tout un travail qui est comme ça. Après, quand j'ai ouvert cet espace, je me suis dit, on a une carence malheureusement au niveau de la pensée, au niveau de l'art, au niveau de la connaissance. Alors pour enrichir la scène, je vais inviter les penseurs extérieurs pour apporter leur savoir au Maroc. Aux Marocains, de s'élever, d'apporter, mais je ne le ferme absolument pas aux Marocains. Voilà. Merci. J'ai l'impression qu'on entre dans un débat sans issue. Parce que finalement, tous ces événements, même ces 3 journées ou ces 4 journées, cette cité de la culture également, eh ben, elle se situe, à mon sens, dans un système antagoniste, pour ne pas dire contradictoire. Et d'où toutes les questions qui sont soulevées ici. Revenons un petit peu à l'essence même de ce questionnement. Il s'agit de parler d'art et donc d'artistes. Bon. Et puis, bien sûr, d'un système marchand. Donc, on est en face de 2 processus. Sont-ils compatibles? Où se trouve, où se trouve le problème de leur contiguïté, j'allais dire? Eh bien, nous oublions que l'artiste ou l'art peut vendre, bien sûr, ce qu'il produit, mais qu'est-ce qu'il produit? Il produit de l'émotionnel. Bon, c'est ses émotions. C'est pour cela qu'au départ, les artistes n'étaient pas dans le système marchand.
Ils étaient dans un système d'expression profonde de leurs émotions et tout le monde n'était pas artiste. Donc quelques artistes osaient faire cela et vivaient même en marge de la société. C'est pour ça qu'on dit « Oh, mon enfant va être artiste, oh là là, quelle catastrophe, comment il va vivre ?» Bon, aujourd'hui, la chose a changé. Edgar Morin l'a expliqué dans son petit article sur l'esthétique, que maintenant, avec l'émancipation sociétale depuis en tout cas un siècle au moins, fait que tout le monde ose exprimer ses émotions. Et tout le monde ose faire de l'art. Bien sûr, il faut des moyens, il faut un apprentissage, il faut un truc, mais ce n'est plus un domaine réservé, un domaine restrictif et un domaine marginal. Ça, c'est une chose. D'où son introduction d'emblée, comme ça, comme par hasard, dans le système marchand. Et c'est là où il faut se poser cette question. Quel est le rapport? Alors, remontant aussi à l'évolution du processus, au départ, l'art était, disons, entretenu par un mécénat. N'oublions pas cela. Bon, c'était les mécènes qui entretenaient les artistes pour qu'ils puissent s'exprimer, d'une manière ou d'une autre. Puis est arrivé le système marchand. Et le système marchand, se substituant au mécénat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'acheter et vendre cette vision du monde. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'artiste voit un monde, il crée. Bon, eh bien, les marchands vont dire, tiens, mais il y a une idée là derrière, on va essayer d'acheter et de vendre cette vision du monde dont ont besoin les gens, enfin la plupart de la société, parce que c'est leur rêve, c'est le rêve qui est là à leur portée, ils peuvent entrer dans le rapport émotionnel. Et ça, c'est fondamental et c'est important. Bon, je dis tout cela pour revenir un petit peu à notre situation aujourd'hui, et surtout en Tunisie, puisqu'on parle du local et du global. Qu'en est-il de la Tunisie pour parler d'une région géoculturelle? Eh bien, sommes-nous passés par toutes les étapes? Que je dis, mécénat, système marchand, médiatisation, réseau maintenant, bien sûr, Facebook et Internet, etc. Eh bien, nous avons sauté d'emblée d'un système de mécénat, dont on parlait tout à l'heure, apporté même des poètes, etc., à un système non seulement marchand, mais ouvert complètement sur la planète. Et le problème est là. Alors, c'est face à cette problématique qu'il faut maintenant réviser un petit peu les processus, les stratégies. J'oubliais de dire que, en tout cas, en ce qui nous concerne, à partir de la moitié du XXe siècle, l'État est venu se substituer au processus. L'État avait une grande responsabilité dans la formation des artistes, dans le développement de l'art. Bon, je le dis parce que j'ai été directeur de l'école des Beaux-Arts de 81 à 85 et j'ai été confronté à ce problème crucial. Parce que qui allait à l'école des Beaux-Arts avant? Bon, c'était des gens vraiment qui avaient les moyens parce que leurs parents leur permettaient de vivre avec leurs émotions, même en marge, mais ils étaient assurés, disons, d'un entretien quelconque. Mais d'un seul coup, on ouvre l'école, disons, d'abord aux bacheliers. Et alors on se posait la question, pourquoi les bacheliers, pourquoi pas les autres? Bon, bref. En tout cas, l'école s'est ouverte publiquement à tout le public pour former des artistes. Et c'est là où le hic s'est posé. C'est-à-dire que on est passé de la production de l'émotionnel à la production tout court de quelque chose, bon, qui serait plausible, vendable, etc. Bon, et nous traînons encore jusqu'aujourd'hui cet antagonisme. Donc l'art n'est pas quelque chose, contrairement à ce qui se dit tout le temps, quelque chose une marchandise en tout cas, anonyme, banalisée, quelconque. L'art restera et demeurera toujours une production émotionnelle, profonde, qui se passe dans un rapport entre l'artiste et l'usager de cet art, qui va communiquer avec lui. Bon, tous les processus qui sont substitués en intermédiaire entre le producteur et le consommateur, parlant en termes marchands, eh bien, font fausse route, maquillent un petit peu la chose. Et vous avez parlé tout à l'heure d'un certain nombre de circonstances, de situations. On voit un objet qui est quelconque et qui est même banal et n'importe quoi, et on dit, bon, allez, on y va. 10 000 €, c'est pas grave, c'est bon. Oui, c'est surprenant, on l'achète pour 2 000 € quand même. Bon, le problème, il est là. Et donc, revenons en Tunisie, est-ce que nous continuons à aller là-dedans? Impossible. Nous n'avons pas de chance. Parce que, bon, les pays, bien sûr, occidentaux sont passés, depuis Marcel Duchamp, Andy Warhol, etc., etc. Bon,
Maintenant, on peut faire tout, les installations, tout ce qu'on veut. Mais la consommation de l'art dont on parle, dans la définition propre de l'art, c'est-à-dire produire quelque chose d'émotionnel, eh bien, en Tunisie, il va falloir réviser le processus. Et vous avez parlé tout à l'heure, peut-être de foires ou de circonstances particulières qui permettraient à l'artiste d'être en contact avec cet usager. Il y a eu, durant les années 80, je me souviens, je crois Habib Bid était présent, une tentative pour que les artistes distribuent, à la limite, leurs œuvres. À 1 dinar, je crois, Habib, si je ne sais pas, c'était 1 dinar symbolique ou quelque chose comme ça. Bon, pour rapprocher la population des artistes. Bon, ça a duré combien de temps? Voilà. Bon, parce qu'il n'y a pas eu autour de cet événement un encouragement, une structuration pour qu'effectivement on consomme de l'art comme on consomme des patates et des tomates. Le problème, il est là. Donc, est-ce qu'on peut y arriver? Moi, c'est la question que je pose. Moi, je crois que c'est le rôle de l'État, le rôle du ministère de la Culture, le rôle de cette cité de la culture qui devrait s'organiser, s'ouvrir davantage. C'est très bien les colloques, les séminaires, les expositions, etc., etc. Tout. Mais il faudrait qu'elle ouvre ses portes grandes ouvertes au public qui doit consommer l'art comme il consomme les spaghettis. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut. Il faut créer ce besoin. Il faut absolument trouver. Je n'ai pas la solution, je ne sais pas comment, mais il faut le faire, il faut y réfléchir. Il faut des colloques, des séminaires, des études, des recherches, etc., pour que l'art soit consommé au niveau de l'usager et non pas rester à la merci des marchands. Bon, je respecte les marchands, c'est très bien, ce qu'ils font c'est déjà très très bien parce qu'ils permettent quand même de médiatiser la chose, de faire connaître la chose, mais la difficulté de la valeur marchande, vous l'avez expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est que elle passe par, disons, des situations qui sont quelquefois en dehors de l'objectif même de l'œuvre d'art. Voilà. Merci. Une dernière, s'il vous plaît. Intervention. Moi, je vais être très court. Donc, dans votre intervention, donc il y a un élément donc que vous traitez pas. Donc, étant français, avec la présence d'une communauté arabe maghrébine très importante. Donc, moi, je suis belgo-marocain, donc je suis actif à Bruxelles. Et j'aborde la question de la représentativité, pas en tant qu'arabe, présent à Bruxelles, mais en tant que citoyen belge, ayant droit, revendiquant le droit d'être représenté dans le patrimoine commun de la Belgique ou de la Flandre où j'habite. Je vais vous parler d'un projet qu'on a fait en 2007 avec le musée de l'art contemporain d'Anvers, où il n'y avait aucun arabe. Donc le musée existait depuis 25 ans dans la collection officielle du gouvernement, qui est donc le musée. Il n'y avait aucun arabe. Donc je me suis demandé pourquoi. Donc la question c'était est-ce qu'il y a de l'art contemporain dans le monde arabe au Maroc, parce que le directeur n'a jamais été au Maroc, n'a jamais été dans le monde arabe. Et après donc on a fait une exposition, notamment avec des œuvres de Hassan Dersi d'ailleurs, avec la maquette qui est au centre Pompidou. Et il y avait un défi, j'avais lancé un défi au directeur pour dire si ça répond à vos critères de qualité, est-ce que vous êtes prêt à acheter les œuvres? Donc ce qui s'est terminé par l'achat des œuvres de 6 artistes qui sont maintenant dans 2 Égyptiens et 4 Marocains qui sont dans la collection, pour dire je suis un médiateur mais je ne suis pas dans le marché d'art. Donc c'est surtout les institutions publiques donc, qui ont aussi des budgets d'acquisition, qui construisent aussi les collections du futur. Et on a ce projet-là qui va continuer jusqu'à 2024 parce que le musée va avoir une autre, donc on va construire un autre musée à la ville d'Anvers et qui va être élargi aux 5 musées d'art contemporain en Flandre. Donc, ce que je me demandais, donc cet élément-là n'est pas présent dans votre discours, sachant que dans beaucoup de villes européennes, l'arabe ou l'autre n'est plus l'étranger et les citoyens européens. Bruxelles, par exemple, c'est institutionnellement parlant, est une ville flamande située sur le territoire flamand. Mais il y a 50 000 Flamands qui y habitent, il y a 250 000 Marocains, par contre. Et pourtant, donc la représentation dans les musées, dans les centres d'art, ça reste quand même
européenne, eurocentriste, occidentale, avec maintenant le nouveau centre Pompidou-Canal que les Belges considèrent comme le néocolonialisme français, mais c'est une autre discussion, parce que là, on a quand même fait un effort dans la première sélection. Donc, on avait demandé à 10 artistes de faire des œuvres, et dans cette sélection, il y avait 2 artistes d'origine maghrébine, par exemple, qui vont être dans la collection officielle de... Donc, moi, je me demandais pourquoi est-ce que cet élément, à part, vous avez cité quelques artistes, mais ce facteur donc, de la présence de ces communautés, je ne sais pas combien d'Algériens il y a en France, pourquoi est-ce que cet élément-là n'est pas un pont pour d'arrêter de considérer, disons, que le monde arabe, le Maghreb, que c'est toujours de l'étranger, parce qu'il est présent sur les territoires. Je dirais juste, sans être un spécialiste, qu'en France, où il y a une très forte communauté arabe, plusieurs millions de personnes, c'est le pays d'Europe, je crois, par habitant où il y a le plus d'Arabes. Beaucoup de créateurs arabes ne sont pas forcément dans le domaine des arts plastiques. C'est-à-dire que beaucoup viennent des arts de la rue. Donc c'est autre chose, c'est-à-dire le tag, le street art, beaucoup, mais aussi la musique, à travers le rap, le slam, etc. Donc c'est vrai que le champ des arts plastiques n'est pas forcément celui qui a le plus intéressé ces jeunes-là, à l'exception des arts... Je peux me tromper, bon, toi qui connais bien Villeurbanne, par exemple... Je m'adresse à Abdelkader parce qu'il connaît beaucoup mieux que moi. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi il y a peu de représentation de plasticiens dans les collections, moi je parle française, bon belge je ne les connais pas, évidemment, rapportées au nombre d'habitants. Mais le fait est de toute façon qu'il n'y en a pas assez. Alors il ne faut pas non plus faire des quotas, il ne faut pas en arriver à dire, bon, on a 10% de population arabe en France ou 12%, il faut 12% d'œuvres dans les musées. On n'en est pas là, mais je pense que c'est plus lié à une culture particulière qui ne s'est pas d'abord développée à travers les images. Ce qui est peut-être lié à l'islam aussi. Mais ça, je ne peux pas répondre. Moi, je ne suis pas compétent. Juste, je finis. Le fait que, bon, il y a toujours cet interdit de la représentation qui pose problème. Et moi, je l'ai vu. J'ai travaillé un peu à Dubaï, des artistes de Dubaï, bon, qui sont de fervents musulmans, et ils ne font que de l'art abstrait, par exemple, hein, dans le meilleur des cas. Et je me souviens très bien de quand la statue du coup de tête de Zidane à Materazzi, sculptée par Adel Abdessemed, 5 mètres de haut en bronze, a été acquise par le musée des Beaux-Arts de Doha, au Qatar. Elle a été exposée sur la corniche et au bout de quelques jours, elle a été retirée, mais non pas parce que les institutions voulaient la retirer, mais parce que dans les réseaux sociaux, vous avez un grand nombre de musulmans fervents qui ont dit « Nous n'avons pas à idolâtrer des footballeurs ». Voilà, donc vous devez enlever cette représentation. Je ne porte aucun jugement, attention, je ne parle pas de censure, je ne porte aucun jugement. Je dis juste, ça peut expliquer pourquoi le champ des arts plastiques n'est peut-être pas d'abord le champ prioritaire des créateurs maghrébins. Alors que la musique, regardez le rap, le rail, le slam, la poésie, bon, quand même, quoi. Hein, voilà. Alors je te laisse la parole, que tu connais ça mieux que moi. Non, mais je voulais juste dire deux choses. Je me suis rappelé du bâtiment exact. J'ai fait une erreur. C'est pas un musée, c'est un stade que le Qatar vient de construire pour 2022. Et allez le voir sur Internet. C'est exactement, c'est délirant. Alors tout le monde parle d'un acte manqué mais bon, ils l'ont payé et il existe. Donc, ce qui est quand même une belle, bon, et tenture dessus. Mais pour cette question de la représentation dans les musées, moi je te rejoins pleinement sur ton analyse concernant les autres formes d'art qui sont très présentes, mais il faut voir comment s'est construit historiquement la relation, en fait. Comment s'est construite la relation. Et pour ce qui est de la musique, on a vu très tôt, par exemple, des Français sillonner tout le Maghreb et tout le monde arabe, habiter ici, connaître et interagir avec la musique. Les musiciens se sont invités les uns les autres, etc. Et ça a permis de développer une véritable expertise.
Et rassuré de cette expertise, la musique est rentrée pleinement dans la culture, etc. Et comme c'est des médiums qui sont pas complexes dans leur forme d'exposition, à part le concert, mais bon, tu achètes un disque, tu le diffuses dans ta voiture et tu es en train de diffuser ta musique de rail à tout le monde, comme le font les gamins pour, je sais pas, pour faire l'intéressant, mais c'est comme ça que ça marche. Bon. Pour les arts plastiques, moi je me rappelle quand même d'un phénomène absolument délirant concernant le Centre Pompidou, je suis obligé de le dire, c'est que quand même le Centre Pompidou est allé voir le Maroc, l'Algérie, la Tunisie pour leur dire on ouvre un département de la mondialisation, ça serait bien que quelques-unes des œuvres de ces pays rentrent chez nous, qu'elles rentrent chez nous, mais vous prenez tout en charge, y compris de payer les artistes. C'est-à-dire, il faudrait que l'Algérie, y compris de payer les artistes. C'est-à-dire, le gouvernement algérien devait payer, acheter l'œuvre à l'artiste algérien et la donner au Centre Pompidou. Et là, il y a quand même, c'est juste un problème de courtoisie. Et l'œuvre de Hassan Darsi, c'est fait comme ça. Le Centre Pompidou n'a pas dépensé 1 euro. Et la deuxième chose, je me rappelle dans une discussion en disant, attendez, le Centre Pompidou, vous n'avez aucun spécialiste des mondes arabes. Pourquoi vous en recrutez pas un? La réponse a été, oui, mais tu te rappelles, on était assis là. La réponse a été, oui, mais vous comprenez, comme on est dans un milieu de conservateurs, il vaut mieux que ce soit un conservateur français parce qu'il saura comment fonctionne l'institution. Là, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Et c'est là où est le nœud du problème. C'est là où il y a le véritable nœud du problème. Est-ce que je me prononce, moi, sur l'art roman ? Je me prononce pas. Je me tais parce que je dis il y a un autre spécialiste. Je préfère que ça soit. Est-ce que je me prononce même sur l'art islamique? Je ne me prononcerai jamais. Il faut lire Oleg Grabar, Guichard. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Alors pourquoi est-ce que toi, conservateur, je ne sais pas où, viens devenir comme ça spécialiste du jour au lendemain parce que tu as fait 3 voyages? En Inde, tu deviens un spécialiste de l'Inde. Tu as fait 2 voyages en Tunisie. Là, il y a quand même délirant. Enfin, le problème, Paul, c'est que tout le monde n'adopte pas ta perspective, qui est celle de dire c'est pas parce que je suis venu ici plusieurs fois que je connais. C'est pas... Il y a comme ça une sorte de... Et ça, je l'ai remarqué. Je vous invite à analyser ça. Quand vous regardez le cinéma. Le cinéma américain, européen, etc., il y a toujours, dans beaucoup de films, il y a un moment donné où on voit un musulman prier. Dans le cinéma américain, dans le cinéma français, etc. Vous en avez toujours un. Et puis vous avez, à chaque fois, par exemple, vous avez un film sur Saint François d'Assise ou autre, et vous avez un prêtre en train de prier. Si vous analysez la manière avec laquelle est filmée la prière du chrétien, elle est filmée correctement et le culte est montré avec connaissance. Il n'y a aucun film dans toute l'histoire du cinéma qui a montré une seule prière musulmane correctement. Ça veut dire qu'au moment où on doit représenter le musulman en train de se prosterner, il n'est pas nécessaire de mettre un stagiaire sur le coup, d'aller se renseigner une semaine pour savoir comment se fait culte, au moins pour le représenter cinématographiquement. Donc il y a là comme ça une sorte de distance et qui se développe de plus en plus. On voit sur tous les plateaux de télévision en France, ça devient hallucinant. Tout le monde a le droit de se prononcer sur l'islam. C'est-à-dire, chacun a un mot à dire. Si vous leur dites prononcez-vous sur la chrétienté, ah non mais moi je suis pas spécialiste, j'ai pas lu, etc. Enfin bon bref, parce que ça devient complexe. Excuse-moi, mais il y a 15 siècles, il y a eu toute une philosophie, il y a tout. Le dernier événement qui s'est passé ici en Tunisie sur l'égalité des droits de l'héritage homme-femme, que nous avons tous salué de manière absolument magnifique. Et on oublie aussi qu'au XIIe siècle, il y avait déjà une fatwa dans ce pays qui a toujours été à la pointe de la pensée dans tout le pays musulman. Ça, je le dis, vous êtes les Tunisiens. Et je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, vous êtes les... historiquement, c'est ici que ça s'est passé. Aussi, au XIIe siècle, la différence de l'héritage était remise en cause et l'égalité était demandée par des théologiens tunisiens. Donc, il y a, à mon sens, il y a comme ça une sorte de rapport avec le Sud qui est... tu pars au Club Med et tu deviens spécialiste du Maroc, enfin...
Alors, moi, je voudrais finir, si Paten, tu me permets. Je ne veux pas vous embêter longtemps, mais franchement, il faut un discours de positivité quand même. C'est pas pour être œcuménique ou diplomatique, mais bon, quand je t'entends, Abdelkader, c'est tellement vrai, mais c'est tellement triste aussi. Et franchement, il est en train de se passer quelque chose en Europe que vous voyez et que quelqu'un comme moi voit avec atterration, hein, vraiment atterration. Je suis atterré. C'est cette croissance incroyable de l'extrême droite. Bon, je ne fais pas de politique ici, je veux dire, on peut penser ce qu'on veut, c'est la démocratie. Faut tolérer, y compris les ennemis de la démocratie, dans la démocratie. Mais enfin, regardez ce qui est en train de se produire avec la poussée des extrêmes droites, avec certains régimes comme en Hongrie, Viktor Orban, qui veut bien des migrants, mais à condition que ce soit des chrétiens. Hein, par exemple, hein, vous voyez, c'est dit, c'est même dit, oui, très bien. Ou le président de la République tchèque qui dit « Nous ne voulons pas vivre en Afrique ». Bon, carrément, enfin, vous voyez des choses, il y a une espèce de bas les masques ici, de retour du refoulé, qui est quelque chose de... C'est atterrant quand on est européen, je veux dire, en plus quand on a tous les avantages, on peut voir le monde, voir ce qu'il est, voyager, etc. Bon, voilà. Alors, moi, je voudrais quand même finir sur une note vraiment de positivité. Franchement, n'ayez pas peur de ce qui se passe en Europe. N'ayez pas peur de ces politiques anti-migratoires qui sont en train de gagner, qui deviennent un véritable cancer en Union européenne. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais au contraire, si vous le pouvez, venez nous voir, vraiment, parce que je vais dire une chose incroyable, c'est que j'ai l'impression que maintenant, c'est nous qui avons besoin de vous. Et c'est pas un discours que je fais à tout le monde comme ça, de dire, mais attendez, venez vous montrer, venez montrer ce que vous faites, qui vous êtes, parce qu'on est rentré, mais dans un retour des préjugés, mais d'une violence et d'une bêtise inimaginable. Hein, sur le monde arabe, ils sont tous complètement des musulmans, des terroristes, des vendeurs de hashish. Enfin, non, mais les gens se lâchent maintenant. Vous voyez, ils se lâchent. Par exemple, j'en ai fini. Il y a eu une polémique récemment, la semaine dernière, sur une télévision, entre une présentatrice française d'origine sénégalaise, née en France, bon, voilà, deuxième génération, et le fameux Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est un pied noir. Bon, il n'a jamais toléré la perte de l'Algérie. Bon, il est né là-bas, mais bon, il est parti au moment où il était tout bébé, voilà. Et voilà que ce monsieur Zemmour, citoyen français, polémiste reconnu, on lui ouvre les plateaux de télévision, les maisons d'édition, etc., déclare à cette présentatrice, son prénom est SY, vous n'avez pas un prénom français, les Français devraient avoir des prénoms français. Je vous invite à aller voir la discussion. Vous allez vous taper Zemmour prénom sur YouTube et vous allez voir. C'est absolument hallucinant. C'est incompréhensible. Quelqu'un comme moi, c'est incompréhensible. Et il ajoute, ben vous voyez, tous les gens qui naissent en France devraient avoir des prénoms chrétiens. En plus, il dit chrétien dans le vocabulaire, dans le calendrier. Alors, j'ai envie de dire, voilà où on en est. La France, voilà le niveau, vous voyez, qui est en train de devenir moyen. C'est lamentable. Et là, moi, je fais des excuses. C'est pas pour la repentance, on fait des excuses. Mais j'ai envie de dire, mais venez montrer qui vous êtes, venez montrer votre culture, venez dire, mais attendez, les idiots, c'est vous êtes en train de perdre la tête. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, et ça m'importe. On est dans une grande détresse morale en Europe actuellement. Voilà, et franchement, j'espère que ça va pas durer. J'espère que ça va se calmer un petit peu. Hein. Voilà. Merci. Voilà, non, merci à vous, merci. Ah. Oh là là, non, oh là là.